notre premier live, Ultimate Joliette. Première soirée très officielle. On en a déjà fait des petites soirées règlement, mais première soirée plus officielle, on demandait au capitaine, Captain Spirit, d'avoir au moins une personne présente. Donc, je vais laisser la parole à Kevin et Yannick, qui sont nos responsables de la soirée, qui vont être nos phares. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Fait que bonjour tout le monde. Elle a dit soirée officielle, là, je vous abaisse vos attentes tout de suite. Là. On est deux amateurs de règlement, puis vu qu'on coach, moi et Yannick, depuis quelques années, on regarde les règlements un peu plus, mais c'est pas facile de s'y retrouver. Il y a des affaires que des fois ça vient un peu nous mélanger parce qu'il y a des règles de 5 contre 5, des règles de 4 contre 4. Fait que là, on a essayé de se démélanger pour vous expliquer certaines choses qu'on voit plus sur le jeu. Mais tu sais, les règlements nébuleux, là, de si un joueur saute sur la tête d'un autre puis il sort du terrain, est-ce que lui est hors limite? On ne parlera pas de ça aujourd'hui. C'est poussé beaucoup. Puis tu as beau lire des fois 8 fois le même paragraphe, tu es comme, je suis pas encore sûr. Fait qu'on va faire du mieux qu'on peut, mais tu sais, c'est familial plus qu'officiel, mettons. Fait que si vous avez des questions, levez la main. Moi, mon nom, c'est Kevin Courchaine, puis Moi, c'est Yannick Fafard. fait que on est deux amateurs de règlement, comme on a écrit ici. Fait que on commence ça. On a fait des diapositives pour aider, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main ou faites-nous signe. Première chose, la raison pourquoi on fait cette soirée-là, je voulais l'écrire parce que c'est important, c'est vraiment écrit dans les règlements. Il incombe à chaque joueur de connaître, de faire appliquer, de respecter les règles. L'intégrité d'Ultimate repose sur la responsabilité des joueurs d'adhérer à l'esprit du jeu. Fait que si ça peut aller à l'encontre de l'esprit du jeu, de ne pas savoir les règlements, ben ça peut être grave, puis c'est pour ça qu'il faut les apprendre, puis essayer de le plus les savoir. Peut-être qu'on n'a pas besoin au début, mais plus on les sait, moins il y a de problèmes sur le jeu. Fait que c'est la première chose, c'est pour ça qu'on est là. Fait que j'ai fait un petit quiz. On va vous poser la question, ceux qui sont dans la salle. Lorsqu'on attrape le disque, peut-on commencer à marcher ou courir avec le disque pour vous échauffer? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Ou est-ce que c'est oui, mais maximum 3 pas? Fait que ceux qui pensent, mettons, y aller en levant la main, ceux qui pensent que c'est oui. Ah, personne, OK. Ceux qui pensent que c'est non, que c'est B. Et ceux qui pensent que c'est C, maximum 3 pas. Bien, vous avez 100% de la salle réussi. Félicitations, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est marqué ici, bien, commencer à marcher. Tu ne peux pas commencer à marcher. Fait que si tu attrapes le frisbee, tu essaies de marcher, ça ne marche pas. Tu dois arrêter ton mouvement. Puis là, c'est en arrêtant ton mouvement que tu as le droit de faire 3 pas. Mais ça ne donne pas le fait d'attraper le frisbee un bonus de 3 pas. Pourquoi j'ai mis cette question-là? Parce que ça nous emmène à autre chose. Des genres de règlements par rapport aux 3 pas, surtout que j'ai entendu cet été. Est-ce que deux joueurs peuvent faire des give and go à répétition sans décélérer? Fait que là, par exemple, on se donne le frisbee, on se passe, mais personne décélère. Fait que c'est quoi la règle? Parce que ce qu'on sait, nous, c'est qu'il faut décélérer, tu as 3 pas, puis il faut au moins que tu arrêtes ton mouvement. Est-ce que quelqu'un sait si on peut ou on peut pas? Merci, il faut l'en délire, c'est fantastique. Let's go! Je suis même pas sûre, mais je me dis, si tu relances le frisbee assez vite que tes deux pieds n'ont même pas bougé, tu l'attrapes, tu le relances tout de suite, puis tes deux pieds sont encore au sol. Mettons, tu aurais eu un seul contact avec le sol, tu relances. C'est ça. Mais moi, je dis qu'effectivement, tu décélères pas, puis tu fais un give and go, puis. Tu n'as pas décéléré parce que tu n'aurais pas eu la possibilité. C'est ça, tu l'as relancé trop vite. OK? Ouais. Quand je regarde Ultimate professionnel de 7 contre 7, je suis clairement capable de voir des joueurs qui descendent leur centre de gravité et qui décélèrent même quand ils font du give and go en tant que tel. On est capable de voir clairement que Ils arrêtent leur course. une exagération un petit peu dans leur mouvement, je trouve, qui fait en sorte que tu vois qu'ils sont en train d'essayer de respecter la décélération. OK? Une autre question, après ça, je vous donne la réponse, oui. Je pense que pour compléter avec Caro, tant que l'intention c'est de décélérer, je sais que l'Ultimate c'est quand même un jeu basé sur l'intention. Si ton intention c'est pas de continuer à accélérer, je pense que là, C'est une question d'intention. Comment tu feels à l'intérieur de toi. Mais pourquoi je pars avec cette question-là? C'est parce qu'on se casse la tête pour des trucs comme ça. Puis c'est pour ça que c'est important de savoir les règles, parce que quand on arrive pour cette question-là des give and go, après la réception d'une passe, un joueur doit s'immobiliser aussi vite que possible et établir un pivot. Fait que là, oui, il faut que la personne décélère. Sauf que là, quand on arrive plus loin dans les règles,
c'est écrit. Si le receveur est en course ou en saut lorsqu'il attrape le disque, donc dans le give and go, tu es en course, ce joueur ne change pas de direction et n'augmente pas sa vitesse quand il est en possession du disque. Fait que tu n'es pas obligé de t'arrêter, tu n'es pas obligé d'essayer de t'arrêter si tu ne changes pas ta direction, tu n'augmentes pas ta vitesse. Où il y a aussi le 16.C2 et la passe est relâchée avant l'établissement de 3 contacts additionnels. Fait que tout ça fait dire que tu n'as pas besoin de décélérer. Si tu es dans une course, tant que tu ne fais pas plus que 3 pas, tu ne décélères pas, tu continues, il n'y a aucun problème avec ça. Si tu changes tu fais un 90, bien là, tu enfreins cette règle-là. Fait que si tu es en train de... Oui, ce sera un travel. Si tu es en train de courir, puis là, tu te fais un give and go, puis là, tu vas éviter un joueur, tu te tournes, puis là, après ça, tu reçois ta passe, mais là, tu viens d'enfreindre cette règle-là. En fait, il faudrait que tu tournes avec le frisbee dans les mains. Fait que ça, c'est le genre de petits trucs. Pourquoi on fait une soirée, je voulais le mettre au début, même si je ne suis pas allé par thématique, c'est pour vous montrer que des fois, tu sais, une règle qu'on comprend, après ça, si tu regardes une autre règle, ben ça change peut-être la manière qu'on l'analyse. T'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est clair. Ouais. Si t'es en saut et que t'es en rotation, là, tu changes de direction. Non, tu as ton inertie. Dans le sens, quand ils disent un changement de mouvement, moi j'ai l'impression, puis là tu vois, c'est comme, on pourrait faire ça toute la soirée, là, mais si tu tournes tout le temps à la même vitesse sans changer ta vitesse sur laquelle tu spins, puis de toute façon... Tu avais déjà commencé ta rotation avant d'avoir frappé le frisbee, tu continues ta rotation, fait que c'est pas un changement. Ah ouais. Non, mais il y a rotation puis direction. C'est un changement de direction, tu n'as pas le droit de faire, mais tu as le droit de faire des rotations autant que tu veux, là, par exemple. Tu peux faire 3 fois 360. Par exemple, là, c'est différent. Et donc, la manière, je le comprends, au moment où j'emprunte ma ligne de course avant de recevoir la passe, j'ai une ligne de course, on est capable de la voir. Généralement, tu cours dans une direction. Tu reçois le disque, tes 3 prochains pas, aussi rapides soient-ils, doivent être dans cette même ligne directrice que tu avais déjà empruntée. Exact. Parce que si tu reçois le disque, même en sautillant, même en quoi que ce soit, puis après ça, tu fais comme, finalement, ce petit coup, mes pas vont comme étrangement me guider vers la droite, là, ça va correct. Non, ça ne marcherait pas. Fait que là, quand tu aurais lancé, parce que là, avec ton partenaire de Give and Go, vous continuez, j'imagine, mais là, tu lances ton frisbee, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, tu le reçois, hop, la course, tu dois continuer ce que tu faisais, au décélérer, mais pas accélérer. Fait que ça, c'est le genre de petits trucs. Ça va ressembler à ça, la soirée de ce soir. Les règles de base sont simples, mais connaître comment bien les appliquer, toutes les règles demandent un peu plus d'études, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai bien un avertissement, parce que pour toutes les règles, on va faire des thématiques, mais cet avertissement-là, c'est encore des règles. Je sais, je suis fatiguant, j'ai copié-collé, mais ça vous montre vraiment ce qui est écrit. C'est écrit qu'il est convenu qu'aucun joueur n'enfreindra intentionnellement les règles. C'est ça le spirit, OK, au frisbee. Ça veut dire que la personne arrive là, puis elle a beau être fâchée, mais il faut que tu lui prêtes des bonnes intentions. Cette règle-là, c'est ça que ça veut dire, parce que c'est un sport qui est auto-arbitré, il n'y a pas d'arbitre. Puis là, on est tous les arbitres. Fait que si toi, tu arrives dans l'intention de voler un point, dans l'intention, bien, tu as une mauvaise intention, bien, là, on peut en parler au capitaine, on peut faire quelque chose pour que ça arrête, mais dans l'événement, quand il arrive une faute, on serait supposé se dire, cette personne-là, elle a des bonnes intentions. C'est juste pour dire, c'est quoi le recours si tu penses qu'une personne a des mauvaises intentions? Il y a un processus de plainte sur la plateforme UJ aussi. Fait que quand tu penses qu'une personne est vraiment mal intentionnée, il y a un recours également. Puis, on va en parler plus loin, là, mais tu sais, chaque faute doit être traité de manière brève. Tu sais, on est supposé juste comme en jaser un peu, puis après ça continue. Mais il y a le droit à des temps morts, puis souvent on utilise le temps mort, mais il y a aussi des temps morts techniques que vous pouvez utiliser, puis il y a des temps morts esprit du jeu. Vous avez le droit d'utiliser un temps mort esprit du jeu pour savoir si il y a un problème comme ça qu'on doit régler entre les capitaines. Puis c'est dans les règles, il y a des temps morts qui existent pour ça. Tu as droit à combien de temps morts comme ça? Des temps morts d'esprit du jeu, je ne sais pas c'est quoi le chiffre. Ça, va falloir vérifier. Parce que l'objectif, c'est pas de régler des conflits pendant le temps du jeu. Mais si la personne a fait ça, elle demande le temps mort d'esprit du jeu, il faut se rappeler qu'elle a une bonne intention derrière sa tête. Même si elle n'a pas l'air, puis même si elle a le goût de se battre. Elle est supposée être pure.
Tour d'horizon des règlements qui sont mal compris. Là, c'est ça, la soirée, je voulais expliquer aussi avant qu'on commence tout ça que il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Fait que, tu sais, les règles de base, c'est sûr qu'on va en fait, on en parle à travers tout ça, mais on partira pas du début, là. S'il y a des nouveaux. Parce qu'il y a des visages que j'ai jamais vus, est-ce que vous êtes nouveau? Vous avez déjà joué ou jamais? J'ai joué un petit peu il y a quelques années, mais c'est nouveau, mais on va aller lire la base. Là, C'est mes voisins, fait qu'on est très bien accompagnés. Parfait. Parfait. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'on va aller moins vers la base parce que la base, ça s'apprend rapidement puis c'est ça qu'on se discutait. Tu sais, sur le jeu, quelqu'un va dire, là, ton pied là, c'est out, ton pied là, c'est in. Fait qu'on va aller vers des trucs un petit peu plus poussés. Puis, mais n'hésitez pas à lever la main, vous faites peut-être partie de la famille, vous aussi. Là. Fait que règlement 20E stipule qu'il est toujours légal d'arrêter le jeu pour expliquer les règlements à un nouveau joueur. Puis ça, t'as pas besoin de temps mort. C'est vraiment un règlement. Hey, il comprend pas, on arrête le jeu, on y explique, c'est parfaitement légal, c'est écrit dans les règlements de le faire. Puis il n'y a pas de temps dédié à ça. Là, t'sais. Fait qu'on commence par les règlements sur les marques. Puis là, à chaque diapo de thème, j'ai mis un petit bonhomme qui fait les signes parce que dans Ultimate GBlet, on les fait jamais, les signes. C'est quelque chose qui est vraiment utile. Ouais. Les signes sont utiles. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une différence entre beaucoup des règlements. Quand on fait une faute, il faut que le lanceur accepte la faute. Fait que si le lanceur ne sait pas qu'il y a eu quelque chose, bien, ça se peut qu'il lance, puis là, ça change l'incidence de la faute. Fait que plus vite le lanceur est averti, plus vite il peut arrêter le jeu, moins on a de problèmes. Fait que le lanceur, lui, il comprend pas quand tu es au bout du terrain, puis tu dis que c'est out ou tu dis que c'est in, qu'il y a eu une faute, qu'il y a eu un full. Fait qu'on s'est dit qu'on allait mettre les symboles. Fait que les marking infraction, fast count, straddle, dispace, en français, le compte rapide, si tu fais l'encerclement, le chevauchement, le double marque, c'est ça le symbole pour dire qu'il y a une faute de double marque ou quelque chose comme ça. Voici ceux que je viens d'énumérer. Le compte rapide, l'encerclement, chevauchement, double marque, obstruction de la vue, c'est toutes des règles qui y sont écrites. Quand tu fais la marque, il y a beaucoup de moments à Ultimate GBlet où la marque est illégale, puis personne ne dit rien. Pour les nouveaux joueurs, la marque, c'est la personne qui défend, c'est la personne qui a le frisbee. Fait que tu te mets devant, puis il y a plein de choses pour le faire. Les marques font absolument tout ce qu'ils veulent là, ici, puis personne ne dit jamais rien. Mais vous pouvez le dire. C'est la règle de continuité qui va primer parce que ça veut dire que si tu dis compte rapide, le jeu n'arrête pas. Si tu dis encerclement, le jeu n'arrête pas. Toutes ces fautes-là, le jeu continue, à moins que tu aies à le redire. Si la personne compte, tu dis ta faute, puis elle continue à compter comme si de rien n'était, bien là, tu peux finalement faire une faute de violation puis arrêter le jeu parce que là, elle ne respecte pas ce que tu as demandé. On vous les explique un petit peu, juste pour être sûr qu'on les comprenne bien. Le compte rapide, Yannick, je vais te laisser la parole pour ça. Ben oui. Ben là, tu sais, le compte, on le fait à peu près 50 fois dans une game, puis ou plus, là, peu importe. Puis habituellement, pas qu'il est mal fait, mais il y a une façon de faire. Fait que ça serait le fun de la faire comme il faut. Fait que c'est quand même assez simple. Le premier mot qu'on dit quand on est prêt à faire le compte, on dit comptage. OK? Puis ensuite, on y va avec les chiffres. T'sais. Ça fait que comptage 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. OK? Quand on vient dire le D de 10, bien, c'est compte atteint. Nous, souvent, on va dire down, mais il faudrait dire compte atteint. Parce que down, ça veut dire que le disque est à terre. Mais le disque n'est pas à terre, c'est plus que le compte est vraiment atteint. Fait que ça. Puis sinon, s'il y a un appel de compte rapide du lanceur, le jeu continue. Bon, comme Kevin dit tantôt. Puis on revient au nombre, au compte -1 avant l'appel. Quand une faute, puis on convient qu'il y en a eu une, peut-être que vous avez déjà vu ces genres de graphiques-là. Ça serait pas pire. Là. C'est sur Ultimate Québec, là, c'est Ultimate Montréal qui ont fait ça. Ça dit, c'est quoi la faute? Est-ce que le lanceur avait lancé? Puis là, ça dit toutes les situations possibles. Puis ça dit, tu recommences avec quel compte? On établit, moi puis Yannick, règle du pouce. Souvent, c'est compte -1. C'est ça? 90% du temps, là, c'est compte -1. Puis dans certaines, là, on recommencerait compte à 0 ou compte à 6 si c'était déjà plus que 5. Mais la majorité du temps, c'est compte -1. Fait que dans les temps morts, c'est compte +1 par contre.
Fait que ça, c'est vraiment compliqué de tous les savoir pour toutes les situations. Puis ces graphiques-là sont super simples. Là. Puis on pourrait en avoir, là, tu sais, je pense qu'il pourrait entraîner un dans le sac de UJ si vous voulez regarder ça. Mais si l'autre équipe... Ouais, parfait. Mais si l'autre équipe, tu sais, s'entend, allez pas faire un break pour aller chercher dans le sac. Là, on commence-tu à contre -1 ou +1? Tu sais, à un moment donné, allez-y avec la logique. Le but, c'est de jouer, c'est pas de faire respecter le plus les règlements possibles. Ça, c'est comptage. Chevauchement. Ah, non, non. Dans le fond, je peux reculer, mais c'est que... Les capsules là, ça veut dire que, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Saint-Jacques. Dominique Saint-Jacques. Dominique Saint-Jacques, il a fait 14 ou 15 capsules qui sont toutes sur... sont sur YouTube, sont sur un peu partout, UGM. Moi, dans le diapo, il va être disponible à tout le monde, puis je les ai mis à la fin du diapo. Fait que, sinon, si vous allez sur Règlement Ultimate Québec, tout ce qu'on a, là, c'est là, tu sais, les capsules d'Ultimate. Il y a Steve Spirit qui est là, que c'est juste une manière plus drôle de les apprendre. Fait que lui, il a juste marqué dans quelle capsule on retrouvait cette information-là. Fait que le chevauchement, ça, c'est en fait quand les pieds du marqueur sont trop près des pieds du lanceur. Fait que j'ai fait un petit graphique. La défense est ici, puis l'attaque, pourquoi il y a un pied qui disparaît? On va le faire. Fait que l'attaque est là, puis la défense est là, et la distance qui devrait être respectée, si on présume que ça, c'est le pied pivot, bien, ça devrait être de 1 disque entre les deux bouts de pied. Fait que souvent, on est trop proche. Puis souvent, quand, mettons, j'ai le frisbee, mon pied pivot, c'est celui-là, je me recule comme ça, puis le marqueur vient m'accoter ici. Ça veut dire qu'il est vraiment les pieds, chaque côté de mon pied, là, il est vraiment, vraiment trop loin. Parce que lui, regardez ses pieds, le pied visible, là, il ne va même pas toucher le bout des pieds, puis il est déjà trop proche. La vraie distance, j'ai mis un X pour dire non. Puis là, mes pieds apparaissent pas, j'imagine. OK. Il manque un pied pareil. Regardez, ça sera pour l'année prochaine, là. Fait que ça devrait être si on tire une ligne entre les deux bouts de pied, un frisbee, et là, ça devrait être la distance avec le pied pivot de l'adversaire. Si la personne est là, encore là, elle s'en va, tu te recules pour avoir de l'espace. Là, elle chevauche, c'est un chevauchement, mais là, tu peux dire facilement chevauchement. Si elle continue à compter sans corriger, tu peux recaler chevauchement et ou faute. C'est une faute qu'on met nos mains comme ça, vous vous souvenez, une violation de marque. Puis là, on arrêterait le jeu. Fait que ça, c'est souvent en frein. Ouais, si je ne me trompe pas, tu cales 3 fois chevauchement, tu fais la faute, puis après ça, on reprend à 0. Ouais, compte à 0. Si tu fais 3 fois chevauchement, ça, c'est quoi? Il me semble que c'est 3, ouais. Je ne suis pas sûr si c'est 2 ou 3. Non. Tu faut que tu laisses le temps de pouvoir corriger sa faute. Puis il y a aussi, il faudrait vérifier là, exactement comment c'est écrit. Mais si toi, tu arrives et tu dis, ça c'est le genre de truc que tu pourrais faire, tu dis chevauchement, la personne regarde ses pieds, puis tu profites du moment pour lancer, elle pourrait te caller une faute. Elle pourrait te caller une faute pour dire que tu as utilisé ça pour faire un meilleur lancer. Ouais. Le malintention. Mais c'est quoi la faute? Mettons que tu lances quand t'es collé à la faute. Pour les fautes générales, tu peux juste faire les fautes. Mais je ne sais pas s'il y aura un nom spécifique à celle-là. Puis d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de dire le nom de la faute. C'est sûr que là, ça va mieux pour l'adversaire quand il y a continuité, là, mais normalement, si vous dites faute... On peut se faire un peu, genre, réalistement, comment ça va se passer si on essaie de coller ces fautes-là ou d'utiliser à Ultimate Jet. J'imagine, mettons, j'ai le frisbee, je trouve qu'il doit pas, je vais dire, hey, fais-toi un peu, ouais, chevauchement, recule-toi. Puis là, pour moi, on va pas en faire un peu, on va essayer de se gagner un contre 2, je vais penser à 5, on va commencer comme ça. J'imagine que c'est plus ça. Moi, ce que je conseille aux gens de faire, c'est chevauchement. Tu joues, tu sais, le monde, il y a beaucoup de chevauchement. Okay? Fait que tu le cales, puis on va pas changer la ligue du jour au lendemain, puis tu peux pas arriver demain et être fâché après tout le monde, tu sais. Chevauchement, il l'a pas fait, il a pas compris ce que tu voulais dire, je comprends pas. Sur le banc, après ça, tu vas lui expliquer. T'as pas le droit, t'es supposé être là. Ah, OK, je m'excuse. Parce qu'il y a des bonnes intentions, il est pur, hein? On n'oublie pas. Il faut revenir tout le temps à ça. Si tu fais chevauchement, puis tu vois bien qu'il ne comprend pas, puis là tu dis faute, ben là, à un moment donné, c'est moins spirit que. Puis là, tu peux lui dire je vois que tu es un nouveau joueur, donc je vais prendre le temps de t'expliquer. Tu sais? Ouais, c'est un star pédant.
Fait que ça, c'est le chevauchement. Mais ça va aussi, là, je sais pas pourquoi j'ai mis double marque, mais je vais sauter. Ben voilà. Il manque des diapos. Ben, en tout cas, je vais juste le dire de même. Encerclement, qui est l'autre faute, ça, c'est le haut du corps. En fait, si la même chose que je vous disais avec les pieds, le bout des orteils, ça ferait une ligne. Bien là, le haut du corps, c'est deux parties de ton corps, il y a une ligne. Il doit y avoir un frisbee de distance entre les deux doigts de la personne et le torse. Et ça veut dire que dès que tu commences à faire ça avec tes mains, ça marche pas, là. Il faut que la personne soit tellement loin. Fait que normalement, une marque, elle devrait être dans son axe. Elle devrait être droite comme ça. Dès qu'elle commence à faire ça, bien là, imagine, fais une ligne entre mes deux mains, là, puis mets un frisbee. Ça veut dire que le torse, il faut qu'il soit là à peu près. Là, c'est vraiment loin. Puis souvent, vous vous en rendez pas compte. Les gens, ils encerclent comme ça. Ça, t'as vraiment, vraiment pas le droit. Fait que ça, vous collez encerclement, puis là, tu t'envoies chier, puis ainsi de suite. Après, mais là, tu fais juste pas. Ça recommence à zéro, ça fait une faute, on arrête tout le jeu. Là, la règle de continuité est plus valide parce que là, ça s'appelle une violation, puis plus une faute de marqueur. Fait que là, la faute, c'est pas encerclement, c'est la faute, c'est qu'il n'a pas écouté tes calls d'encerclement. Là, on arrête, là, tu y expliques. Là, tu vas dire qu'il faut recommencer à zéro, puis après ça, on recommence. Ouais. Tu penses quand même qu'il est pivot, là, fait qu'il peut tourner. Si en tournant, il se rapproche du gars qui marque et qui est à la bonne distance que c'est, est-ce qu'il peut tourner vers l'avant? Ça ne peut pas être appelé si c'est la faute du lanceur. Fait que si le lanceur, lui, en faisant son move, il vient mettre son torse proche, puis il vient faire la faute, finalement, ben, il faut qu'il laisse le temps à la personne de se corriger. La personne, il faut qu'elle se corrige. Tu peux pas faire comme encerclement. Mais tu peux t'avancer. Puis là, si la personne ne corrige pas, puis la compte, continue à compter sans bouger, tu dis encerclement. Souvent, ça aussi, on le voit souvent. Tu vas t'approcher pour essayer de faire une passe, puis passer la marque, puis la marque reste là. Parce qu'elle se dit, moi, je vais être imposant, tu sais. Mais ça peut être un encerclement. Je trouve que c'est un bon point à poser justement à propos de ça. J'ai déjà joué contre du monde qui respectait pas ma marque, au fond, qui faisait juste vraiment empiéter sur mon territoire. Il y a des règlements comme ça. Qui respecte. La personne, mettons, elle garde son pied de pivot, va vraiment passer par-dessus moi, le côté de façon un peu à me bousculer. Il y a un règlement quelconque là-dessus. En défense? Ouais, mettons, c'est moi la marque, l'attaquant, il va me pousser un peu, là, je sais pas c'est quoi le règlement. À un moment donné, passer par-dessus, mais pas non, c'est là, ça reste une fausse offensive. Ouais, ça serait une faute offensive, j'imagine, mais. Mais les fautes offensives ils sont assez rares parce que ton défenseur, là, la marque, là, pour qu'elle colle une faute, il faut vraiment qu'elle soit immobile. Là. Si elle bouge, puis que l'attaquant va bouger aussi, là, bien, ça va être avantage, disons, à l'attaquant. Il faut vraiment que tu sois immobile, tu ne bouges pas, puis là, tu te fais rentrer dedans. Là, tu peux caler. Mais si tu bouges en même temps que celui qui a la possession du disque, bien, ça va être à l'avantage de... c'est genre de fois que tu essaies de défendre le break, puis il respecte pas, puis il fait juste vraiment comme passer à côté de toi, puis tasser ta main, puis aller dans le break quand même. Je pense que c'est marqué. Tu sais, les règlements sont comme écrits avec. Sont traduits de l'anglais. Puis là, les Français, ben, ils marquent un. Ben, c'est Canada là, qui font ça, mais ils marquent entre parenthèses leur interprétation des fois. Puis dans les interprétations, c'est marqué que c'est quasiment tout le temps la faute de la marque. C'est presque tout le temps la faute de la marque parce que pour pas faire de faute, genre, la marque, faudrait pas qu'elle bouge. Genre 0-0, mais on est tout le temps de même, on est tout le temps comme ça. Fait que déjà là, la marque, c'est comme 99% du temps la faute de la marque. Même si c'est lui qui te rentre dedans. Il faudrait que toi, tu te recules, en fait, pas qu'il. Parce que dans ce que je vois aussi, tu sais, notre no-break qu'on fait souvent à Joliette, qu'on essaie de fermer l'arrière, c'est souvent là qu'on va faire le pire chevauchement qu'on voit pas tant, si on vient mettre notre pied derrière le gars qui a 10 en tant que tel. Mon genou, ma jambe au complet, est capable de botter le cul du lanceur. Tu sais, oui, il est en avant, mais s'il décide qu'il se tourne en arrière et il rentre dans toi, ça ne fonctionnerait pas. Il faut vraiment que tu imagines que tu as un plexiglas devant toi, que tu es en train de le manipuler. Et à aucun moment, ce plexiglas-là doit rentrer dans l'espace de un disque du corps de l'autre personne. Puis l'autre avant que je voulais ajouter par rapport, on dit la règle de la continuité, là, mais en tant que tel, je suis en train de lancer, je
chevauchement, la personne n'est pas censée me répondre, si je ne me trompe pas, je conteste. Parce que on est dans la continuité, il n'y a pas d'ostinage de règles. C'est chevauchement, j'observe, je ne dis pas je conteste. Là, je dis chevauchement, puis après ça, je colle ma faute offensive, c'est là que l'autre peut contester, disant ah là, regarde où j'étais placé, j'ai pas bougé. Mais pendant que ça se fait, que moi je colle des chevauchements ou des encerclements, il n'y a pas de discussion à avoir. Si je dis qu'est-ce que je vois, si je le fais 3 fois, là on va jaser, et après ça on pourrait contester quelque chose. Parce qu'à la limite, je pense que la manière que tu devrais contester ton chevauchement, tu dis non, je suis assez loin. Mais tu le dis pas directement. Tu fais juste continuer à compter. Tu fais juste ça. Tu continues à compter. Ouais. On va-tu détailler les cas où la continuité s'applique pas? Pas précisément, non. Parce qu'il y en a pas mal. Pas précisément, là, la règle de continuité, je pourrais te la sortir. Là, c'est souvent genre marqué la règle de continuité s'applique sauf si suivre la linéa 16b. La règle de continuité, ça te renvoie tout le temps à des places, c'est complexe. La règle de continuité, on l'interprète un peu parce qu'on la joue, puis qu'on le voit en jeu. Mais la lire là-dedans, moi, j'ai pas épluché tout ça. Mais on peut y aller au cas par cas si tu en as des questions là-dessus. Ben, c'est plus de façon générale, quand on veut l'appliquer puis quand il faut vraiment arrêter le jeu. Ouais, il y a certains trucs, moi je vois plus la règle de continuité, c'est dans les pics, là, des fois, des trucs comme ça, où ce que là, le monde sont comme mêlés, on continue ou pas. Quand ça, c'est un temps d'arrêt pour expliquer les règles. Ben, si le monde ne comprenne pas, oui. Si tout le monde est mêlé et ça a une influence sur le jeu, t'arrêtes, là. Normalement, c'est ça qu'on devrait faire. Fait que, je continue. Double marque. Double marque, je l'ai mis aussi parce que je vois beaucoup de choses dans la ligue qui ne fonctionnent pas. La seule raison pour qu'un deuxième défenseur soit dans la zone de 3 mètres, c'est 10 pieds. Okay? Il y a juste un défenseur qui peut être là. Puis d'ailleurs, vous ne pouvez pas échanger de défenseur. Si quelqu'un. Des fois, on a des lapins, là, mais si tu comptes, tu peux en aucun cas sur ce lanceur-là sortir puis envoyer quelqu'un d'autre. Tu as commencé à compter, c'est toi qui dois finir, c'est dans les règles. Fait que si tu es en train de compter, puis quelqu'un d'autre passe avec son joueur, un autre défenseur, puis il décide de gosser, là, on en voit souvent, il passe à côté, il reste là, l'autre s'en va poacher en arrière, fait que lui il reste dans la zone ouverte, puis il est comme je vais gosser. Il n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est clair. Aucun mouvement servant à gêner le lanceur n'est accepté. Fait que la seule chose que tu vas faire quand tu passes dans le 3 mètres, c'est suivre ton joueur en courant. C'est même écrit en courant. Fait que, tu sais, prendre son temps, essayer d'ouvrir ses bras, c'est tout contre les règles. Si le disque est lancé, tu passes sur l'intercepté quand même. Tu peux rabattre tu cours vers ton joueur, le disque est lancé, tu as le droit de bouger. Tu n'es pas obligé de continuer à courir. Parce que c'est marqué que parce que tu es quand même dans le 3 mètres. Ce que tu fais dans ce 3 mètres-là, c'est que tu n'as pas le droit de gêner le lanceur. Puis tu courais vers, puis là, le frisbee est lancé. Un coup qui est lancé, tu ne gênes plus personne, là, tu l'attrapes. Fait que ça, tu as le droit de faire. Moi, ce que j'envoyais, ça m'arrivait souvent qu'il arrête dans la. Puis 3 mètres, c'est quand même pas pire, là, tu sais. En 5 contre 5, le 3 mètres, c'est pas si pire, mais en 4 contre 4, le 3 mètres, c'est énorme, là. On dirait que tout le monde passe, là, tu sais. Fait que la double marque, tu peux l'appeler la double marque, mais c'est. Là, je viens de me poser moi-même une question. Il ne doit pas avoir de règle de continuité là-dessus. C'est ça. Tu penses qu'on arrête le jeu sur une double marque? Non, moi je pense pas. Tu restes, la double marque, il faut qu'elle. Tu le calmes, là. Ben, Double marque, puis il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. Là, puis... Tu comptes reprendre zéro? Non, ça sera après 3 fois. Puis le monde le disait double D, puis on recule. C'était correct, on continue le jeu. Non, mais il n'y a pas d'arrêt pour ça, je pense. Tu le dis, puis tu recules, c'était juste. Le recommencement à zéro, il est assez rare. On explique dans les 2 seuls cas que je connais aussi qui ont commencé à zéro. Je suis pas capable de faire des recherches. Ah, il sort là, ma barre. C'est pas là que je veux qu'elle soit. Ben, j'ai le document en face de moi, mais ma barre de recherche, elle sort là. On peut le prendre en note. Puis... Ouais, prends ça en note. Ça sera publié sur la page Ultimate. Ah, ben regardez là! C'est un joueur défensif, autre que le marqueur, c'est ça. Ne fait que traverser cette zone en courant. Il n'a pas de double marque. En courant dans l'unique but d'atteindre l'autre côté. Courir avec l'intention de gêner le lanceur de quelque façon que ce soit n'entre pas dans cette définition. Mais ça ne dit pas si. Fait qu'on vous reviendra avec ça. Les hors-limites. Ben là, pour les nouveaux, là, c'est important. Là, si dès que tu touches à la ligne, ben t'es out. C'est dès que la ligne, toutes les lignes du terrain, sauf la ligne des buts, sont hors limite. J'ai une question sur le double marque. Ouais. Pour le rabbit là, que tu parlais tantôt. Ouais. S'il y a un share de défenseurs, il faut que mettons que j'ai commencé à compter, il faut que le 10 soit
partie pour changer de défenseur. Mais, tu sais, des fois, on share les joueurs sur le jeu. Ouais. Des fois, tu vas changer parce que tu vas contrôler une zone. Tu vas changer de joueur, dans le fond, de rabbit. Ouais. Dans le fond, pour que le disque soit parti de la main du lanceur pour que le compte soit recommencé pour changer absolument. ça serait supposé, puis on pourrait vérifier parce que moi, c'est mon interprétation. Mais si, mettons, quelqu'un est. Tu montes, là, puis là, le jeu monte vite. Puis là, quelqu'un, tu commences à monter. 1, 2, puis là, l'autre personne passe, t'es comme, je lâche, puis je m'en vais sur lui. Ben, normalement, personne ne pourrait venir sur cette personne-là puis compter. Il faudrait que toi, tu reviennes compter. Fait que je pourrais aller dans la zone sur mon joueur jusqu'à temps que quelqu'un revienne prendre mon joueur, puis moi, je retourne compter. Ouais. OK? Ça, c'est mon interprétation. Mais comme je te dis, des fois, il y a d'autres paragraphes qui viennent contredire ce que j'ai lu. Mais ça, j'ai lu ça. Même si je recommence le compte, tu sais, je poursuis pas le compte, je recommence un nouveau compte, je pourrais pas le faire. Il faudrait que la première personne qui a compté, si elle a quitté, moi, je peux pas venir recommencer un nouveau compte. Mais là, avec la logique, j'ai l'impression peut-être qu'il y aurait un autre paragraphe qui dirait si, advenant que tu recommences un nouveau compte. Je recommence un nouveau compte. Je poursuis pas le compte qui a commencé, je recommence un nouveau compte. Ouais. Fait que là, je pourrais. Ça, on pourrait le Commencer à On va le moitié, noter. J'ai le marqueur. Selon ce que l'explique, tu pourrais pas venir commencer un nouveau compte. Que Dave devrait être le seul à pouvoir finir le compte sur le joueur. Mais regardez ici. Mais c'est comme je dis, je finis pas son compte. Ça, le marqueur peut initier ou poursuivre le compte. Ça ne commencera pas non plus. Seul le marqueur peut initier ou poursuivre le compte. De plus, le marqueur peut initier ou poursuivre le compte même avant que le lanceur prenne possession du disque. Nanana. Fait que tu sais, poursuivre le compte, ça veut dire que c'était ce marqueur-là. Mais si le marqueur quitte, un nouveau marqueur peut initier un nouveau compte. C'est ça ma question. Si le marqueur, si la défensive change, le nouveau marqueur doit initier un nouveau compte. Bon, ben, regarde, tu vois, c'est ça. Fait que ce que j'avais lu est contredit par ça. Mais, mais c'est ça, c'est logique. C'est logique que quelqu'un puisse partir à zéro. Parfait. Mais là, tu sais, on n'est pas les deux en même temps sur le même joueur. Exact. Le premier marqueur a quitté la zone de 3 mètres. Ouais. Il y a un nouveau marqueur qui arrive et il initie un nouveau compte. Ouais. Si la défensive change de marqueur, le nouveau marqueur doit initier un nouveau compte. Initier un nouveau compte implique de recommencer avec comptage. Ouais. Un marqueur qui s'éloigne à plus de 3 mètres du lanceur et qui revient est considéré comme un nouveau marqueur. Ah. Fait que la même personne qui revient, si elle a quitté 3 mètres et qu'elle revient, Il faut qu'elle recommence à zéro. Il faut qu'elle recommence à... Ben, ça aussi, c'est logique. Tu sais, mettons, je verrais la personne partir, elle compte 1, 2, elle s'en va. Un moment donné, elle revient parce que là, je suis poché, puis elle recommence à 4, 5. Là, je serais là. Arrête. Mais c'est ça. Fait que c'est ces petits détails-là qui sont pas évidents. Des fois, on lit des trucs, puis là, un autre paragraphe. Fait que hors limite, là, out of bounds, ça, c'est. Si vous avez 2 signes à apprendre, là, aujourd'hui, là, ça, c'en est un, là. C'est quand on est au bout du terrain, puis il y a un attrapé, puis c'est out, on attend juste de savoir la personne, elle a-tu pogné dans la zone ou à l'extérieur de la zone? C'est un point ou pas? Ben, si c'est out, tu pointes à l'extérieur du terrain, puis si c'est bon, ben, tu mets tes 2 mains. Ça veut dire que tu as fait un but. Ça serait vraiment bon qu'on le fasse. Des fois, j'ai vu des jeux repartir, puis le monde ne savait pas. Là, la personne, on a l'impression que c'est un point, puis là, à un moment donné, hop, il y a un frisbee qui part. Là, on est comme, ah, OK, c'était pas un point dans le fond, puis ils s'étaient entendus juste les joueurs entre eux, sans faire le signe. Fait que, tu sais, ça, c'est quand c'est un point. Disons que ça, c'est quand c'est à l'extérieur, mais quand, tu sais, des fois, tu n'es pas trop sûr, mais ça, c'est quand c'est à l'intérieur. Tu pointes à l'intérieur du terrain, mais tu pointes du côté intérieur, ça veut dire que c'est pas un but encore, c'est pas un point, mais c'est à l'intérieur du terrain. Hors limite, la manière que c'est fait, la manière que c'est dit dans les règlements, c'est que les lignes du terrain sont automatiquement hors limite. Tu y touches, ton corps devient hors limite. Tout ce qui touche à l'extérieur du terrain ou la ligne est aussi hors limite. C'est comme, c'est contagieux, cette histoire-là. Tout joueur en vol conserve son état précédent. Puis pourquoi je vous mets ça? Parce que ça, il y a plein d'interprétations qui sont basées sur ces 3 choses-là. Il y a une des vidéos que je me souviens du Mars Attack où il y a Brody Smith, si vous savez c'est qui est venu au Mars Attack, puis il fait un move illégal. Puis là, tout le monde est là, yeah, le meilleur move, mais il n'avait pas le droit. C'est qu'il a passé à l'extérieur du terrain.
il a sauté dans la zone de but à partir de l'extérieur, puis il a attrapé le frisbee et puis il est rentré dans la zone. Mais son pied touchait à la ligne. Si ton pied touche à la ligne extérieure la plus loin, juste un petit peu, tu sautes de ce pied-là, tu l'attrapes dans le terrain, t'es out. Parce que tu étais out, tu as gardé ton état, tu as touché au frisbee, le frisbee est devenu out. C'est comme ça que ça marche. Fait que ça, c'est les 3 règlements qui vont un peu expliquer les hors-jeux, puis qu'on a dû démêler un peu cette semaine. Ah, bon. Puis là, c'est important. Là, il y a comme il y a 3 états du disque. Puis ça, il y a beaucoup de confusion. Ah, oui, tu as une question? Tu peux être dans la zone de but, tu sautes, tu attrapes le frisbee, tu atterris 10 pieds à l'extérieur, t'es in pareil. Non, parce que là, tu viens de. Là, tu as pogné à la contagion du hors limite, puis tu l'as donné au frisbee. Non, ce qu'il dit, c'est que tu étais dans la zone, tu as sauté, tu as attrapé le disque, tu as atterri 10 pieds à l'extérieur. Ouais. La dernière fois que j'ai touché au terrain, j'étais in, mais j'ai Ouais. sauté, puis j'ai attrapé le frisbee, j'étais Exact. En vol, il était encore in. En vol, il était encore in. Mais il a atterri out. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un truc qui s'appelle le Great Test, là, qui est que tu sors du terrain, tu sautes, tu pognes le frisbee, puis là, avant d'atterrir puis de contagionner le disque hors limite, tu le relances, puis le disque n'a jamais été hors limite. Mais là, si tu l'attrapes out, tu viens de faire un out of bound. OK. Mais Donc, il y a un mur au out, puis c'est chaud, puis... non, même en traversant le mur, t'es encore in, jusqu'à temps que tu touches au sol out. Ouais, si t'atterris out. C'est ça sa question, je pense. Non. Non, parce que pour faire un point, il faut attraper dans la zone. Faut attraper dans la zone. Ah oui, parce que la manière que ça se fait, c'est comme un choc électrique, tu sais. Puis d'ailleurs, ça, c'est comme... ce que les gens font, c'est que si c'est sur le bord d'attraper, bien, tu vas tomber out. Tu gardes ton pied dans la zone, puis là, tu te laisses tomber, ton pied touche à la zone. Dès que tu attrapes le frisbee, choc électrique, t'es in. Puis là, tu as fait ton point, c'est fini, tu peux tomber out, c'est pas grave. Mais il faut que tu aies touché à la zone avant, en maintenant le frisbee. Il faut qu'il y ait contact entre le frisbee, toi, puis le sol, pour que le point soit bon. Ouais. Parce que là, quand tu as sorti, tu as gardé mettons, tu as sauté, tu as gardé ton in, mais tu n'as pas fait un point. Il n'y a pas eu contact avec le frisbee puis la zone, là, tu sais. Je trouve que le principe de contagion il est intéressant. C'est facile à comprendre. Ouais, c'est ça. C'est comme une maladie, le frisbee. Bon, fait que c'est ça. Il y a 3 états au disque. Puis ça, c'est important quand on vient faire la validation. Parce que souvent, on vient pour remettre le disque en jeu, puis on ne sait pas si on doit le faire valider par la défensive ou si on peut juste le toucher par terre. OK? Fait que là, il y a 3 états. C'est qu'en jeu, bon, on joue le jeu, le disque roule, ça, il n'y a pas de problème avec ça. En suspens. Fait que le disque, il sort du terrain où le disque doit être ramené à la ligne de but. Là. S'il tombe dans la zone de but, des fois, on doit le ramener à la zone de but. Dans ce temps-là, on dit qu'il est en suspens. Quand il est en suspens, tout le monde peut bouger. Il n'y a personne qui arrête. Si, mettons, le disque s'en va à l'extérieur, bien là, tout le monde peut rouler sur le terrain comme ils veulent. Ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Ça, il n'y a aucun problème. Puis, mettons, je vais chercher le disque, puis en le ramenant à la ligne, je l'échappe, mais c'est un turn. OK? Ou souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui vont aller chercher le disque par terre, à l'extérieur du terrain. Puis là, ils vont se dire, oh, ça me tente plus trop de partir avec. Ils vont le mettre à terre à côté de la ligne, puis ils vont aller se positionner dans le stack. Mais ça, c'est un turn aussi, parce que le disque est en suspens. Fait que quand on l'échappe ou quand il tombe par terre, bien, c'est un turn. Puis quand c'est un disque qui est en suspens, la remise en jeu, bien, elle se fait tout simplement en tapant par terre. On n'a pas besoin d'attendre que la défensive soit prête. On peut y aller anytime. C'est quand on veut. Ou Caro? À la dernière soirée de règlement qu'on a faite, Jean-Philippe n'avait pas dit qu'on n'avait plus besoin de taper par terre. Il fallait juste mettre le pied sur la ligne puis on part. Oui. Mais les pros, c'est ce qu'ils font. Là, ils vont directement, ils embarquent, mettons, dans le terrain puis ils partent. Mais, tu sais, moi, je pense par politesse, tout ça, c'est un bon signe. Là, juste, tu tapes par terre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Là. Tu vas juste taper par terre, le disque est in, puis on part. Il s'est fait coller faute parce qu'il n'avait pas tapé à terre, puis il était comme, ben là, je m'étais fait dire qu'on n'avait pas besoin de taper par terre. Fait que là, ben, moi, comme je te dis, je pense que c'est plus de la politesse à ce moment-là. Il faudra regarder dans le règlement, mais
Je pense qu'on est habitué. Ce qu'on n'est pas obligé de faire, puis ce qu'il y a beaucoup de gens qui font, c'est qu'ils vont attendre la validation de quelqu'un. Ils vont embarquer dans le terrain, puis là, ils vont chercher à se faire valider. Tu n'as pas besoin. Sauf s'il est arrêté. Là, tu es obligé. Oui, mais c'est ça. Ça, parce que là, on est dans l'état en suspens. OK? Puis là, le troisième état, c'est l'état arrêté. Ça, c'est quand il y a un pic, une faute, un temps mort, une blessure. Quand il y a du jasage, fait que ça, le disque est arrêté. Ça veut dire, là, personne ne bouge. Okay? Normalement, quand le disque est arrêté, il n'y a plus personne qui bouge sur le terrain. Si j'échappe le frisbee, mettons, il y a un pic, tout ça, il y a un pic de calé, tout ça, puis là, je niaise avec le frisbee, je l'échappe. C'est pas un turn. Je peux le reprendre, le disque est arrêté. Ça ne compte plus là, ce qui arrive avec le disque. Puis la remise en jeu, c'est avec une validation. Fait que le joueur en défensive, il doit être prêt à taper le frisbee pour que ça reparte. Fait que ça, c'est important parce que souvent, là, les gens, ils vont tout le temps demander une validation à défensive, chose qu'on n'a pas besoin. Okay. Fait que capsule 6, très intéressant. Là, je regarde ce que Caro dit. Là. C'est les validations. Ça a-t-il bougé? Arrêt de jeu, c'est évident qu'il faut une validation. C'est pas de validation offensive, le 9 des 4. Ouais. Lorsqu'un jeu doit être redémarré par une validation, mais qu'aucun joueur défensif n'est suffisamment prêt pour toucher le disque dans les mains du lanceur, le jeu est redémarré par une auto-validation. Fait que, on dirait qu'il suggère encore que tu donnes ta main. S'il y a quelqu'un qui est là, tu y présentes le frisbee. Oui, mais ça, c'est dans le cas qu'il n'y a personne. Là, qu'il n'y a personne devant toi pour valider. L'auto-validation, c'est qu'il va taper par terre. Il va, parce que là, personne ne peut jouer. Le disque est arrêté, puis personne ne peut bouger. S'il n'y a personne devant le joueur à l'attaque, qui a le frisbee, mais comment il fait pour se faire valider? Parce qu'il n'y a pas personne qui peut se faire téléporter devant lui pour taper le frisbee. Fait que ce qu'il va faire, il va dire, je mets le disque en jeu, il regarde un défenseur, je mets le disque en jeu, tape par terre, puis là, on repart. T'sais. Fait qu'on pourrait, il y a aussi un glossaire à la fin là, qui dit tout validation. C'est quoi une validation? Une validation est qu'il faut, je sais pas, peut-être qu'ils disent maintenant que c'est de mettre son pied dans la zone. Je pourrais aller vérifier. Règlement pour les lanceurs, qui sont comme l'autre partie, un peu plus difficile. 10 down, là, c'est drôle, mais ça, c'est l'affaire que tu disais, là, qu'il n'y a pas de 10 down, on dit stall. Mais ça, 10 down, ça veut dire que, mettons, j'ai essayé de l'attraper, j'ai pas été capable, il est tombé par terre. Fait que ça, puis là, on ne sait pas trop si la personne l'a attrapé ou pas. Tu sais, souvent, ça va arriver là, quand c'est vraiment proche. Ah, je l'ai-tu attrapé, je l'ai-tu pas attrapé. Mais là, pour signaler à tout le monde que le disque a touché par terre, on fait 10 down. C'est ça, le 10 down. C'est pas compte atteint. Hein. C'est pas... Puis Dominique Saint-Jacques, ça le fait chier, ça, là. Mais c'est ça. Il pogne les nerfs, là, quand on dit down, t'es pas supposé dire down. Fait que toi, je pense que tu as des diapos, là. Puis moi, je vais regarder ton affaire pendant ce temps-là. OK, bon. Fait que ça, c'est des petites précisions à savoir où est-ce qu'on va reprendre le jeu, OK? Mettons, celui qui a le frisbee, il va faire une passe à celui-là ici. Celui-là est en course. Il va attraper ici, puis il va continuer dans zone de but, OK? Et là, il est clairement pas in. Fait qu'il faut qu'il ressorte dans la zone de but. Ça, c'est le temps qu'il a pris pour décélérer. Fait qu'il ne va pas revenir ici, OK? Où est-ce qu'il va revenir? C'est la ligne la plus proche, le point le plus proche de la zone des buts. Fait qu'il va revenir ici. Ça, c'est quand c'est dans la zone des buts. C'est un petit détail que souvent on ne fait pas bien. Les gens vont avoir tendance à revenir ici. Il faut vraiment revenir là. Ça, le disque, est-ce qu'il est arrêté? Non, il est en suspens parce qu'on le prend ici, puis il faut le transporter ici. Fait que quand on est en suspens, on revient à la ligne, tape à terre, on repart. Tu peux juste cliquer. Oui. Tandis qu'ici, bon, c'est un peu la même chose. Il y a une passe qui se fait, lui, il l'attrape, OK, puis dans sa continuité, il sort à l'extérieur, puis il est rendu à l'extérieur. Mais là, il va revenir exactement où est-ce qu'il a franchi la ligne extérieure. Il ne reviendra pas ici, il va revenir là. Fait que c'est la petite variante qu'il y avait puis qu'on fait mal là, des fois. Faut pas qu'il gagne de distance, dans le fond. Oui, exact, c'est ça. OK.
Ça aussi, c'est une règle là, qui, des fois, n'est pas super bien comprise. Quand le disque est lancé dans les airs à l'extérieur du terrain et qu'il touche, OK? Ça fait que là, mettons, il y a le lanceur, il lance, paf, puis là, ça touche soit le sol, un joueur offensif, un arbre, un spectateur, un joueur sur le banc, OK? Tout ça, le frisbee va revenir ici. OK, ça, c'est assez simple, OK? Fait que là, il n'y a pas grand-chose à comprendre de bien dur là-dedans. La seule exception, c'est que tu peux mettre la prochaine slide, Pierre. OK. C'est encore là, le disque est lancé à l'extérieur. OK? Il franchit la ligne extérieure, il s'en va à l'extérieur. Il y a un joueur en défensive, OK, qui va y toucher ou qui va l'attraper, peu importe. Il n'est pas obligé de l'attraper, juste y toucher. Si le joueur en défensive il touche, OK, puis elle tombe à terre, mais le disque il va revenir ici. OK? Il ne reviendra pas là. OK? Il aurait été mieux de ne pas y toucher. S'il ne touche pas, qu'est-ce qui peut arriver avec le joueur en offensive? Il peut l'attraper. Fait que là, ça lui a dealé. Est-ce que si c'est vraiment out, ben, je suis mieux de ne pas y toucher. Si je suis juste sur la ligne, je dis, peut-être, je peux mieux y toucher parce que mon joueur en offensive va peut-être l'attraper. C'est juste ce que vous parliez tantôt, qu'au fond, le joueur défensif, on s'en fout là, s'il est in ou out. Non, c'est ça, peu importe. Là. Parce qu'on se demandait, cette règle-là, c'était vraiment. C'est elle que j'ai demandé justement à Dominique Saint-Jacques, là, parce que. Puis là, ce que on comprend dans la logique de tout ça, c'est que la personne, c'est un never-in. Tu sais? Fait que là, ça se pourrait que la défensive fasse comme. Hey, c'est parce que si ça retombe dans le terrain, il recommence là. Mais si moi je le tape, c'est un never-in, puis on recommence là-bas à côté de la zone. C'est trop bon, là. Sauf que là, c'est ça. Ça fait que, à cause que le joueur défensif s'est interposé, ben, pour être sûr que ça ne revienne pas dans le terrain, ben, ça a annulé le never-in. Et le joueur défensif, même, que c'est le seul moment où s'il touche le frisbee, lui est hors limite, il ne contagionne pas le frisbee. C'est spécial. Il est hors limite, c'est dit que tout ce que tu touches hors limite devient hors limite, mais lui, le joueur défensif, s'il touche, puis ça continue, puis ça rentre dans le terrain, s'attraper, on continue. Règle de continuité. Même s'il revient dans le terrain, c'est bon. Si le disque revient dans le terrain, c'est bon. Un joueur défensif essaie de le bloquer, tac, ça revient dans le terrain, il est encore bon, tout est correct là-dedans. Mais tu sais, ça. Offensif, c'est. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Les chances que ça arrive sont assez faibles. Ben, automne, on va essayer de te montrer ça. Non, mais ça, par exemple, ça, on le voit souvent, là. Ça, on le voit souvent. Le joueur, mettons, en défensive, va aller toucher à l'extérieur. Puis là, on va les reprendre là. Mais il ne faut pas faire ça, il faut vraiment les reprendre ici. Ça, c'est autant un joueur défensif sur le banc que sur le jeu. Non, c'est ça. C'est un joueur défensif qui est sur le jeu. Parce qu'un joueur défensif sur le banc, c'est comme un arbre. Mais c'est ça. Là, non, on peut pas. Ouais. On assume qu'ils sont tous bien intentionnés. Mais c'est sûr que si ce joueur-là lance le frisbee, puis il lance en direction du sideline puis du banc, ça se peut qu'il attrape des joueurs. Là, les joueurs ont le droit d'être sur le sideline, ont le droit d'être assis, tout ça. S'ils font pas intentionnellement une action pour taper le disque, ils ont le droit d'exister. La seule chose, c'est ça. Le joueur défensif, c'est un joueur défensif actif, là, donc qui est sur le terrain. Oui, je sais pas. Est-ce que dans la présentation, on va parler de l'obstruction des joueurs du sideline en tant que tel? Parce qu'il y a une règle en cas de une distance à respecter par les joueurs sur le coup. Sans pas le lanceur un peu calé. Est-ce qu'on le voit dans la présentation? On le voit pas, mais cette règle-là est impossible avec En ce moment. Elle est impossible dans tous les tournois qu'on fait. J'ai jamais vu cette règle-là respectée. Puis moi, depuis que je joue au Ultimate Frisbee, je me suis tout le temps dit c'est poche parce que, mettons, si on se fait forcer flic, puis il y a du monde juste de ce côté-là, on est clairement désavantagé comparé à l'autre équipe. Parce qu'il y a une couple de fois que je le lancerais dans la face des gens, mais je fais juste comme pas rien faire. Je la calisse dans la face à Dave. Il avait le droit d'être là. Il avait le droit d'être là, mais je peux te dire obstruction, on reprend le lancer tel que. Ben, moi, je pense pas, parce que, justement, il a le droit d'être là. Puis, il fait pas exprès d'être là, parce que s'il se recule plus, ben, il est dans le terrain en arrière. Tu sais, je pense pas que c'est ça qu'il y a personne qui est mal intentionné. Ouais. On continue de se le dire, c'est ce que je veux beaucoup. On continue de se le dire et d'aviser nos joueurs, parce qu'on est tous des gens très bien intentionnés. On va dire à nos joueurs, attention, je vois, c'est l'équipe défensive. L'équipe défensive veut lancer, passe-toi de la ligne, le sideline, attention. Il y en a qui sont vraiment
inscrit. Ça. Hey, pour vrai. Mais là, ça sont pas inscrits pour l'autre. Ouais, c'est ça. C'est correct. Ça fait partie des règles qui disent esprit du jeu, aller jaser avec eux puis dire de plus le faire, mettons. Je suis un peu embêté par ça. Si le joueur défensif, il peut pas. S'il touche, on recommence où est-ce qu'il a touché. Puis s'il touche pas, puis le joueur offensif saute, il a remis à l'intérieur, on recommence où est-ce que le jeu finit. Le joueur défensif ne peut rien faire dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette règle-là en tant que joueur défensif? Quand tu vois qu'il est assez proche pour être attrapé, mais que si tu y touches, ça va être comme on va recommencer où est-ce qu'il Ouais, mais il va recommencer. Ben, c'est- ouais. C'est mieux d'y aller. En fait, là, comme on t'a répété souvent là, en défense, quand tu peux, là, attrape. Même si t'es out et qu'on va recommencer à aller. Ah, ben là, tu peux pas, c'est ça. Ben, c'est à toi de juger, c'est ça. Si le disque est vraiment super, super loin, ben, tu le laisses aller. Là. Ça sert à rien que tu ailles te garocher dessus. Tu sais qu'il n'y aura pas de point. Tu le laisses Ben, vraiment si le disque est vraiment proche de la ligne, ben, c'est à toi à prendre des décisions. T'sais. Normalement, tu ne prendras même pas de décision, tu vas juste taper le frisbee tout de suite. Là, Ça passe et va, là, techniquement. Genre ça, probablement que ça risque de faire un point. Fait. Intuitivement, tu risques de taper dessus, même sans y penser. C'est ça, c'est mieux de lancer. Il y avait une belle courbe, hein? De repartir, toi, avec le frisbee à ce moment-là. Que l'attaquant, il a. C'est toi qui lâche. Comme les joueurs offensifs se concentrer dans la remise en jeu, puis là, j'imagine que le principe de compte agir en cycle. Non, Parce que non, dans cette un situation. petit peu parce que c'est comme enregistré le public aussi, fait que là, c'est sûr que ça va être cacophonie. Est-ce que vous êtes correct ici? Ouais. J'avais pas compris qu'il y avait un changement de possession. On recommence Ah, avec ok. la question de Mathis. Dans certains cas, il y a des joueurs offensifs qui vont vouloir la remettre en jeu si la passe est out. Puis à ce moment-là, il faut qu'ils jump du terrain, qu'ils pognent le disque, qu'ils la relancent in. Puis là, Non. ça c'est correct? Non, ils ne sont pas obligés de la relancer in. Ils vont sauter, ils sont à l'intérieur du terrain, ils vont sauter, ils vont être touchés, ils vont toucher au frisbee. Puis là, après, ils peuvent tomber out. Mais quand il a touché au frisbee, lui, il était in. Parce qu'il partait de in. Fait que là, ils vont pouvoir partir d'ici. Mais ça, c'est juste dans le cas où il faut qu'ils sautent à l'extérieur du terrain et qu'ils touchent le frisbee. Là. Fait que le principe de contagion s'applique pour les joueurs offensifs, mais pas défensifs dans cette situation. Oui, c'est ça. C'est vraiment marqué offensif et défensif, c'est ça qui nous gossait, là. Tu sais, en tout cas, il faudrait que je vous le lise, là, mais on a regardé ce paragraphe-là, on est comme, ça veut dire quoi, tabarnouche? Je sais pas, c'est pas si simple. Oui, je te switch ça? Ouais. Ah, OK, ouais, vas-y. Ah, parce que ça, c'est quelque chose qui, dans la ligue, on a plus de difficulté, là. OK. Fait que là, ça, c'est l'intérieur du terrain. L'extérieur du terrain, ça, mettons, le frisbee s'en va à l'extérieur, je vais le récupérer, puis là, je veux le remettre en jeu. Fait que là, on sait que l'état est en suspens, je n'ai pas besoin de validation. Fait que je peux juste taper par terre puis repartir. Comment qu'on fait pour repartir correctement? Ben, en fait, comment, mettons, la moitié du monde vont repartir le frisbee? Tu peux... ouais. Fait que là, mettons, on s'en va compter par là, OK? Mais, oups. Bon, je suis correct. Ça, on est à l'extérieur du terrain, OK? Fait que la marque, elle pourrait dire out. Parce que t'es out, OK? Si tu veux repartir le frisbee, il faut que tu sois in, OK? Comment faire pour être in? C'est ton pied pivot. Disons que je suis droitier. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, c'est un droitier. Donc, le pied pivot, tout juste à l'intérieur de la zone des buts. Pas la zone des buts, mais à l'intérieur du terrain. L'autre pied, on s'en fout. OK? Mais notre pied pivot, tout juste à l'intérieur du terrain. Puis ça, il y a plus que la moitié du temps, il n'y a personne qui fait ça. Là. Puis ça, c'est de la base, on le fait comme genre 20 fois dans une game. Là. Fait que tant qu'à le faire, faisons-le bien. C'est comme ça qu'il faut le faire. Si on est gaucher, OK, tu peux cliquer, ben, ça va être comme ça. OK, le pied pivot de la personne gauchère, ça va être son pied droit. Son pied droit, tout juste à l'intérieur de la ligne. Sur nos pieds, on s'en fout. Là. OK, c'est vraiment le pied pivot, tout juste à l'intérieur. Fait que si t'es droitier, tu peux pas faire ça. Non. Si un droitier fait ça, ben la marque elle pourrait caller travel. Là, parce que, bon, le but, c'est pas de caller travel, là, c'est juste
de bien partir le disque au début, puis pas de câble après. Ouais. Question là-dessus, justement, dans le cas où tu peux mettre ton pied pivot à l'intérieur, puis tu peux mettre ton autre pied à l'extérieur, ça donne beaucoup de range aussi pour aller chercher à l'extérieur du terrain. Est-ce que ta marque a le droit de se déplacer à l'extérieur du terrain? Oui, ta marque, elle peut se mettre n'importe où. Là, Selon le conseil du out, tu pars ton pied sur la ligne quand tu commences. Non. C'est considéré comme out. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment être tout juste à l'intérieur. Si tu as ton pied sur la ligne, c'est comme si tu étais à l'extérieur, fait que tu es out. C'est que ça ne marche pas. Fait qu'il faut vraiment que tu mettes ton pied pivot tout juste à l'intérieur. C'est un changement de possession à ce moment-là? Si la personne reprend out? Si l'autre personne d'accord, ben normalement, dans notre ligue, là, tu fais pas tu calls pas un turn ou quoi que ce soit, tu vas juste dire, mets ton pied pivot tout juste à l'intérieur. Là. Je pense que c'est juste correct de dire ça, puis on enchaîne, là, mais souvent, c'est parce que les gens, ils sont genre 2 mètres à l'extérieur, ben pas 2 mètres, là, mais ils sont vraiment à l'extérieur, puis ils partent de là, ça marche pas. Si c'est Dave qui le fait, j'ai-tu le droit de le dire? Vas-y, Il y a une question sur le pied pivot. Ton pied pivot, mettons droitier, ton pied pivot est à l'intérieur. Quand tu fais ton changement de direction, ben tu fais ton pivot, ton talon touche à la ligne, tu considères comme un turn? Ou parce que ton pied est complètement à l'intérieur, mais là, si tu mets à tourner autour de la ligne, ton talon, à un moment donné, va toucher à la ligne. Mais bon, tantôt, on a dit que la ligne, c'est out. Est-ce que quand tu fais ton pied, tu dois-tu vraiment rester... Bonne question. Moi, je pense que si au départ, tu sais, quand tu viens positionner ton pied, tu es vraiment à l'intérieur, tu tapes par terre, là, tu es in. Là, après que tu bouges un peu puis que tu arrives sur la ligne, moi, Je pense que non, mais il doit y avoir une règle de ton pied pivot, à quel point il peut bouger. Là. Ouais. Tu sais, comme Alex Saint-André se faisait caller des travels parce que son pied pivot il glissait sur une. Mais tu sais, tu fais un 180, tu es sur ta pointe de pied, ton talon. Ouais, je comprends. À la même place, mais ton talon peut tomber parce que tu tombes perpendiculaire. Ou 90 à la ligne, tu bouges, je veux pas. Bien, souvent, c'est comme ça va être ton bout de pied qui va toucher, puis ton talon va dans les airs. Ça, je sais pas, là. Honnêtement, ce petit bout-là, c'est des petits détails. Ouais. Mais tu sais, si on fait ça juste comme ça, ça va déjà être une amélioration vraiment de beaucoup. Là. Fait que c'est bon. OK, bon. En parlant des travels. OK. OK, je pense qu'il y a il va y avoir trois différents travels par le lanceur, je pense par là, on va voir les autres, là. C'est le lanceur. Le lanceur, c'est celui qui a la possession du disque. Il va bouger, OK, il va se tasser pour se créer de l'espace pour pouvoir lancer. Fait que ça a l'avantage. Fait que c'est pas permis. Fait que quand le lanceur fait ça, puis le disque est lancé et attrapé, bien, ça l'a vraiment avantagé là, de pouvoir faire ça. Fait que tous les joueurs retournent à leur place au moment du lancer, puis le compte, c'est compte atteint plus 1. Quand c'est pas contesté, c'est max 9, puis si c'est contesté, c'est à 6. Ça, c'est quand le lancer est attrapé. Quand le disque est lancé et attrapé. Quand le disque est lancé et échappé. Fait que normalement, la personne qui a le disque, elle va se créer de l'espace, ça va l'avantager, elle va faire une passe. Normalement, ça devrait fonctionner parce qu'elle s'est créée full d'espace. Si en plus elle l'a échappé, bien, c'est tout bad pour elle, c'est un revirement. Okay? Et puis, quand le disque n'est pas lancé, bien, le jeu continue. C'est la continuité. La défensive pointe l'endroit où devrait être le pivot. Fait que, tu sais, s'il a bougé de 3 pieds, puis là, tu vois qu'il a bougé de 3 pieds, bien, ce que tu vas dire, marcher, puis tu vas pointer où est-ce qu'il devrait être. La personne se remet en position, son pied pivot se remet en position, puis le compte va repartir une fois que la personne a mis son pied pivot. Fait que ça, c'est ça pour le lanceur. Quand il y a un marché sur le lanceur. Moi, j'ai une information. Vas-y. 10C2. Le lanceur peut pivoter et entrer en contact avec une zone hors limite tant qu'une partie de son pivot demeure en contact avec le terrain de jeu. Fait que, à la limite, il pourrait rester quasiment juste les orteils tant que ça reste une partie. Dans ce cas, le joueur et le disque sont considérés à l'intérieur du terrain. OK. Lors de la réception du disque,
Ça, c'est quand, mettons, on l'attrape, puis on ne décélère pas, puis on va faire, mettons, 5, 6, 7, 8 pas. Là. Fait que dans ce temps-là, on peut coller un travel. Comme on disait, là, c'est ça. Puis on n'a pas le droit de faire de changement de direction. Le jeu continue, le défensif pointe l'endroit où devrait être le pied pivot, et le lanceur il retourne. Fait que c'est un peu la même chose que tantôt. Puis on commence quand le disque a chose ça. Fait que ça, c'est simple. Puis là, ça, c'est un autre cas, c'est lors des remises en jeu, mettons, je lance le frisbee à l'extérieur, touche à l'extérieur, revient dans le terrain, puis là, revient quelque part là, dans le centre du terrain, ou peu importe. Puis l'équipe qui devient en attaque, bien, reprend le frisbee exactement là. Mais elle ne devrait pas être repris là, ça devrait être repris sur la ligne. Fait que les joueurs en défensive peuvent dire travel, pointer où est-ce que ça devrait être, dire ben non, ça ne devrait pas être au centre que tu le reprends, ça devrait être sur la ligne de touche. Puis le même processus s'applique là. Il revoit la ligne à la ligne de côté, puis il repart le disque. Fait que c'est ça. Ça aussi, c'est bon. Ah, OK. Comment prendre un disque qui est par terre? Y a-t-il quelqu'un qui sait comment? Ah, OK. Quand il y a un out au premier lancé au début du jeu, Ouais. On va les voir tantôt, les poules. Mais si ça ne répond pas à ta question tantôt, je sais pas. OK. Ouais. T'as-tu une idée? Zaro, t'as pas d'idée? Non, mais inquiète-toi pas, il n'y a personne qui le fait correct. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée? Mettons, il y a un revirement, le disque est en plein milieu du terrain par terre, puis là, il faut que vous devez reprendre le disque. Comment on fait ça? Si on ne reprend pas ça n'importe comment. Est-ce qu'on devrait avoir le pied direct sur le disque? Le pied à une distance de disque? Le pied pivot? Il faut que c'est où qu'on le prend? Exact. On peut-tu se mettre le plus loin qu'on est capable de le prendre? Mais c'est pas obligé d'être le pied pivot, je pense, mais c'est un des deux pieds doit être à côté du disque. De même? C'est pas obligé d'être ton pied, ça pourrait être un des deux pieds. Ah. Moi, je dirais le pivot à côté du disque, puis tu prends le disque avec tes mains. Ben, on vous donne la réponse l'année prochaine à la soirée de règlement pour que vous veniez. Fait que, normalement, là, tout le monde, on va se positionner comme ça. Le disque est devant nous, il y a de l'espace entre nous puis le disque, puis on le prend. Ben, dans le règlement, c'est pas correct. C'est une infraction. C'est mal. OK. Comment qu'on devrait? Ben, c'est ça, c'est avec notre pied pivot. Fait que c'est notre pied pivot qui devrait toucher au disque. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Ça, c'est le plus loin possible. Le maximum, c'est en dessous du disque. Mais en dessous du disque, c'est touché. Fait que souvent, les gens, ce qu'ils font, pour bien faire, ils vont juste mettre le pied pivot à côté sur le disque, puis ensuite, ils peuvent le reprendre. C'est pas plus avantageux de dépasser le disque? Ah, tu peux mettre ton pied pivot en avant, peu importe, en avant du disque si tu veux. Mais là, tu vas aller le prendre entre tes jambes. C'est comme tu veux, là. Si tu es flexible, tu es capable de le faire. Tu pourrais même mettre ce pied-là à gauche aussi, il n'est pas obligé d'attendre tes jambes. Ouais. C'est que le pied, il faut qu'il soit en dessous, puis là, le plus loin que tu peux aller pour mettre ton pied, c'est de toucher le côté. Tu pourrais pas être plus loin que ça. OK, tu peux pas être en avant maintenant. Tu peux être où tu veux, on s'en fout, ça peut être le talon, tu peux aller chercher en faisant du... Ton talon. Tant que ça touche au disque. Oui, pourvu que ton pied pivot touche au disque, ça marche. S'il ne touche pas, normalement, la défensive elle pourrait appeler un marché. Okay? Ben là, le but, c'est pas d'appeler un marché quand ça arrive. Là. C'est juste, si vous prenez le disque, ben, prenez-le comme il faut. Là. Touchez au disque avec votre pied, puis prenez-le après. On aurait beaucoup de travels. Mais, Dans le fond, la conséquence d'un travel, de façon générale, de ce que j'ai pu voir, c'est tout simplement, place-toi là, puis on prend. ben, c'est ça. T'sais. Mais c'est clairement avantageux pour l'offensive quand on ne touche pas au disque avec notre pied pivot. C'est que là, on a j'ai l'embarras du choix de partir où est-ce que je veux. Je prends le disque, ben, je peux faire ça comme ça, ou ben, je peux faire ça comme ça. Ça me donne plein de mobilité. Tandis que, normalement, quand ton pied pivot touche au disque, ben là, tu es restreint. Là. Tu sais que la défensive va savoir que ton pied pivot, lui, il ne bougera jamais, puis il va pouvoir se placer en conséquence. Là. Ben là, excusez. Parce que les gens, dans la ligue, ils aiment beaucoup à coller les fautes en tant que tel. Fait que, on dit, quand on colle un travel, puis que la passe est complétée quand même, et
X, Y, Z, là, ça s'est suivi. Mais là, si moi, la passe est faite, puis je n'avais pas encore collé travel, il est trop tard, n'est-ce pas? Il est trop tard. Ouais, mais là, ça, le but, c'est pas de caller travel 0-0. Le but, c'est juste, tu sais, on part le frisbee. Si quelqu'un fait un travel rétroactivement à mon lancer, il dit ah ouais, mais travel. Ben, le disque a été lancé, tu n'as pas parlé de travel, il est trop tard. Il faudrait que tu calles travel avant que le disque soit lancé ensuite pour que les règles dont on a parlé s'appliquent. Ouais, mais là, des fois, ça va se faire quand même. Mettons celui qui a le frisbee, il va glisser, puis en même temps, il va lancer. Et là, ton travel, il y a des bonnes chances d'arriver après que le lancer se soit fait. Tu sais. Ça va se faire comme presque en même temps. Mais ça s'applique quand même. Il y a une question sur ça. Un travel qui est comme ça, c'est quelqu'un sur le jeu qui n'est pas juste la défensive, sur le disque qui peut le carrer. Peut-être, mettons, un reset qui est derrière, qui le voit, qui vient, il a fait un travel. Ou que ça soit vraiment bonne question. Qui est sur le disque. Je sais pas, Kev, qu'est-ce que tu en penses? Il y a certaines fautes, c'est juste le joueur lésé, là. Mais ça, je pourrais pas dire lesquelles. Un travel, ça laisse l'équipe au complet. Fait que toute l'équipe. Ouais. Pose pas de questions. Mais je sais pas, là. C'est chose, là. Je veux dire, si tu me frappes d'en face, c'est moi qui est lésé, c'est moi qui colle la faute, pas mon partenaire. Mais si tu travel, tu prends des verges sur le terrain, ben là, c'est l'équipe au complet qui est lésée. Fait que je pense que tous les joueurs peuvent l'appeler. Ce que Kevin veut dire, c'est qu'il dit que la plupart des règles, c'est le joueur lésé qui doit coller quelque chose. Il dit que potentiellement, c'est le joueur lésé. Pas la plupart. Pas la plupart, là, mais des fois, il y a des spécifications. Là. Seulement le lanceur peut appeler. Seulement le temps mort, c'est juste la personne de frisbee. Mais normalement, je pense que si tu l'as vu puis dans l'équipe adverse, je sais pas pourquoi l'autre ferait comme non, c'est pas toi que ça l'a touché. On peut l'apporter, ces trucs-là. Puis souvent, c'est le genre de faute là, qu'on vous dit aujourd'hui, on pousse un peu ça plus loin, là, mais c'est le genre de faute qu'on va régler juste en jasant. Là. Hey, prochaine fois, tu es supposé mettre ton pied là. Vous avez joué des tournois, vous avez joué contre du monde super fort. C'est ça qu'ils font aussi. Là. Ils vont pas le faire comme là, tu as fait un travel. Regarde la règle 2.6.4. Souvent, ils vont faire comme là, la prochaine fois, il faudrait que tu mettes ton pied à la bonne place. Là. Fait que ça, c'est spirit d'agir comme ça. L'autre, c'est un peu moins. Lancer d'engagement. Oui. Ben ça. Tu avais une question, je pense? Oui. Ben, je pense qu'on va peut-être y répondre en l'expliquant. Juste pour le brick, là, souvent, il y a des gens qui se demandent. Ben là, on va jouer en 4-4 cet hiver, ça fait que ça a peut-être moins d'impact, le lancer d'engagement, mais souvent, il y a des petites erreurs, fait qu'on on va le voir rapidement. Le brick, là, ça se trouve être la distance de la zone des buts par en avant, puis en plein milieu du terrain. Fait que c'est là la marque de brick. Le brick, ça existe comme style de conséquence parce que le lancer était hors zone. C'est une place que c'est juste quand il y a une genre de conséquence qu'il faut que tu ailles plus loin que la zone, la end zone. Exact. Et sur les côtés, un pull qui sort sur le côté, on le met comme un everin, au fond, on leur pense qu'il est sorti. Ben non, c'est ça. Justement, on va le reprendre au brick. Là. Même s'il est sorti comme vraiment avant le brick, vraiment trop. Ouais, mais c'est ça. On va le voir, là, les différentes options. Bon, en 4-4, il n'y a pas de lancer d'engagement. Là, c'est une validation. Il faut que tout le monde soit prêt Il faut que les gens arrêtent de bouger en attaque puis que la défensive se place. Ensuite, il peut y avoir une validation. Puis en 5-5, OK, c'est ça. Tu peux te revenir peut-être. Non, fais la suite peut-être. Ouais. Le prochain. Bon, OK. Cette équipe-là va recevoir, OK? Cette équipe-là, toute l'équipe a un pied sur la ligne de zone de but, OK? Chose que des fois, ça arrive souvent qu'on voit qu'il n'y a pas. Autre chose, c'est qu'ils n'ont pas le droit de bouger. Ils n'ont pas le droit d'interchanger. Souvent, on va voir ça, là, ils se parlent, puis ils disent « Ah non, moi, je vais prendre celle-là, tasse-toi », puis là, ils changent de place. C'est pas à cette équipe-là à faire ça. C'est eux qui décident qui prennent. Fait qu'eux, ils ne bougent pas. Okay? Ce qu'on voit aussi, bien là, c'est plus stratégique, là, mais eux, là, ils ne devraient pas être sur la ligne de zone de but, là, jamais. Là, okay? Ils devraient être tout le temps dans zone de but. C'est un peu comme au football américain, un kick-off. Quand cette personne-là va faire le lancer d'engagement, eux autres vont pouvoir traverser cette ligne-là.
Mais s'ils veulent prendre déjà de la vitesse, bien, ils peuvent le faire. Fait que, tout le monde, normalement, devrait partir en arrière de la zone, puis arriver en même temps à la zone de but, puis faire un sprint après. Mais ce qui est important, c'est que l'autre équipe ait un pied sur la zone des buts. Ça, c'est bon. OK. OK, il y avait 5 options. OK. Le 10 tombe dans le terrain, on joue. Ça, c'est la plus simple. Quand il y a un pull, ça. OK. Le 10 tombe dans le terrain et roule. OK. On peut l'arrêter avec nos mains, avec nos pieds. Puis on peut même l'arrêter avec nos mains, puis on n'est pas obligé de le prendre. Là, si on ne l'a pas saisi avec nos mains, si on l'a juste arrêté, puis il reste par terre, puis on n'est pas obligé de le reprendre. Ça peut être un autre membre de notre équipe qui le reprend. Pas le droit de kicker. Puis on n'a pas de le kicker. Comme nos élèves. Exact, c'est ça. Puis si le disque est dans les airs et qu'on tente de l'attraper et qu'il nous touche, si on l'attrape, fantastique. Si on y touche dans les airs puis on l'échappe, c'est un revirement. OK. Si le pool sort à l'extérieur sans avoir touché au terrain, 3 options. OK. Fait que là, c'est ça. Là, on les voit. Mettons, lui, il va lancer le disque. Puis là, ça s'en va dans les airs, puis ça va tomber ici. OK? Fait que 3 options possibles. L'option A, il revient à la zone, il vient juste à la ligne du côté du terrain. Fait que là, il n'y a pas besoin de rien dire. Il n'appelle rien. Là, le disque est en suspens. On se rappelle quand le disque est en suspens, pas besoin de validation, rien. Le joueur vient mettre son pied pivot à l'intérieur du terrain, tape par terre, puis ça repart. OK? Fait que ça, c'est A. Le B, ça, c'est le brick. On reprend la position brick. OK? Puis, mettons, il s'en vient ici. Mettons, s'il tombe ici, OK? Il n'y a pas vraiment d'avantage à dire brick, OK? Parce qu'il est en avant du brick. Mais mettons, il pourrait le dire. Fait qu'il dit brick. Fait que là, il peut s'en aller à position brick. Encore là, le disque est en suspens, tape par terre, puis ça repart. Puis le C, c'est lui, dans ce cas-ci, c'est le plus avantageux parce que lui, le joueur qui va récupérer va dire milieu. Il faut qu'il dise fort milieu. Ça veut dire qu'il peut aller au centre du terrain puis repartir. Fait que tout ce qui est. Si le disque franchit une des deux lignes de côté en avant du brick, bien, il n'y a pas vraiment lieu de dire brick, on est mieux de dire milieu. Puis s'il s'en va en arrière du brick, bien, c'est mieux de dire brick. Puis ça. Puis dans les 3 cas, le disque est en suspens, fait qu'on n'a jamais besoin d'attendre. Dès qu'on est en position, tac, un disque par terre, puis on repart. Ça répondait-tu à ta question? Oui, parfait. Oui. Tu as pensé vite là-dessus tantôt, en disant, en fait, la slide d'avant, s'il y a un pool qui est attrapé et échappé sur un retournement direct, je pense pas que j'ai déjà vu ça arriver, mais c'est assez désastreux. C'est arrivé. Ouais. C'est pour ça que tu laisses tomber à terre pour être sûr. Demande à Jérémy, là. J'ai fait ça dans un tournoi. Il l'avait arrêté avec son pied, puis... Il y a un de nos élèves, là, des fois, je ne sais plus c'est qui fait ça, là, mais quand il y a un pull, ben là, juste quand ça s'en va pour tomber, il saute par-dessus lui. Puis là, à mener un tournoi, on commence une game qui va être sûrement une des plus tough. Il arrive, il saute, il l'accroche avec son pied. Revirement. OK, puis dernière option, c'est, disons, là, il y a un pull, le frisbee tombe dans la end zone, OK? C'est ça. Puis il roule à l'extérieur. Mais on ne viendra pas le reprendre ici, on va le reprendre au coin de la zone. Versus ici, si le disque tombe dans le terrain, roule à l'extérieur, on va venir le reprendre ici. Fait que c'est les deux petites particularités. Il faut qu'il tombe dans la zone en première rang de rouler. Il ne peut pas tomber en plein milieu. Ben, Ouais. Avant la zone, rouler à l'extérieur dans la... Si... Le premier en haut, là. S'il tombe avant la zone, ouais, puis il roule Il roule jusqu'à jusqu'en dehors. Ben là, il va revenir là. Ouais. Il faut qu'il atterrisse dans la zone absolument. Ouais, Il tombe ici, en avant, il continue, mais s'il dépasse la zone, tu reviens. c'est ça. Puis si, mettons, il tombe ici, puis il s'en va par là, là, il est à l'extérieur, il devient à l'extérieur, fait qu'il vient le reprendre ici. OK? Fait que souvent, ouais, c'est ça. Puis s'il tombe là, puis il reste là. Exact, c'est ça. Le meilleur pull que vous pouvez faire, c'est un pull qui va venir tomber ici, puis qui va rester ici, là. C'est dans un des deux coins, là. Non, c'est ça. S'il reste dans la zone de but, ben, il se ramène pas. Les joueurs en attaque doivent le repartir de là.
Mais s'il tombe ici, puis il s'en va juste ici, ben là, c'est out. Puis il faut qu'il le reprenne ici. Parce que ça, je n'ai vu aussi cette saison-ci, tomber dans la zone puis les ramener jusqu'à la ligne. Ouais. Tu sais, s'il vient tomber ici, là, c'est le plus beau pull que tu peux faire. Fait que là, tu n'as pas rapport de le ramener ici. Il faut vraiment que tu partes ici. C'est travel, dans le fond, du corps? Tu peux leur dire, hey, vous êtes supposé aller dans le fond. Non, travel. Ouais, Je vais dans une position quelconque. Ben oui, Ouais, c'est travel. c'est pas moi qui vous a montré ça. Hein. Travel. Fait que c'est ça. Là, je les ai expliqués. Bon, une affaire de temps mort, ça c'est une question que je me suis fait poser plusieurs fois. Seulement le lanceur peut appeler un temps mort après le lancer d'engagement, reprise à compte +1. Si, mettons, tu es rendu à 6, puis le lanceur dit, ah, je vais décider en plein milieu du compte de coller un temps mort, bien, quand il revient, c'est à 7. Si le disque est en jeu ou en suspens et que le lanceur tente d'appeler un temps mort alors que l'équipe en possession n'a plus de temps mort restant, ou qu'il reste moins de 5 minutes au match, il y a revirement. Ça, c'est l'affaire qu'on ne fait pas, mais c'est une règle. Puis ça, quand c'est en petite parenthèse, là même, c'est les règles de 4 contre 4 Québec. Là. Fait que ça veut dire que tout l'hiver, c'est ça. Là. Fait que tu as le droit à un temps mort, puis si tu n'as plus de temps mort, parce que tu as le droit à un par demi, me semble, bien, si tu n'en as plus, juste le fait de dire temps mort, le lanceur dit temps mort, paf, revirement. S'il reste 5 minutes au jeu, puis tu dis temps mort, il reste 2 minutes au jeu, temps mort, revirement. Mais, par contre, il faut que le capitaine dise qu'il reste 5 minutes. Si le capitaine n'a jamais dit qu'il restait 5 minutes au match, puis personne ne le sait, c'est pas un revirement, le capitaine n'a pas fait sa job. On va-tu voir le temps qui reste au match ou il va juste le dire une fois? À l'intérieur, on l'a sur le tableau. On va utiliser À l'extérieur, Il y a le gros on l'avait, tableau. mais il était brisé, mais on l'a sur le tableau. Ouais, comme ça. Ouais. Kev, dans le fond, Ouais. tu as juste à dire temps mort spirit. Ah, mais c'était pas de raison de dire temps mort spirit. Temps mort technique. Temps mort technique. Tu les essayes toutes. Temps mort technique, temps mort pour blessure, temps mort spirit. J'y prends tout en même temps. Mais. Puis, tu sais, c'est des nouvelles équipes, parce que là, ça se fait pas dans la ligue. Tu sais, 5 minutes avant la fin, quelqu'un quand le temps mort, tout le monde fait comme. Mais là, il reste pas assez de temps, puis ça continue. Mais la vraie règle, c'est qu'il y aura un revirement. Je le dis plus pour les équipes qui vont jouer dans le pool A puis qui veulent comme suivre les règles, mais souvent, là, si vous jouez dans le pool B cette année, personne ne va vous gosser. Là. Ils vont dire que tu n'as pas le droit de prendre un temps mort. Sauf si c'est lui, il va tout caler travel sur tout ce que tu fais. Tu vas l'apprendre à la dure dans cette ligue. Fait que ça, je voulais clarifier. Je ne sais pas si tu t'en parles, mais la durée du temps mort. Ouais, ben c'est ça. Le temps entre les tentatives de marquer, qu'on appelle, là, je m'en. Ben, le temps mort, c'est vrai, le temps, je pense, c'est 90 secondes, 70 en 4 contre 4. Je sais pas, mais c'est pas très long. Là. Souvent, ce qu'on voit, c'est des temps morts qui durent plus longtemps que des demi. Ça, on voit ça souvent. Là. Un temps mort, là, normalement, premièrement, ça devrait juste être avec. Souvent, c'est juste avec les gens qui sont sur le Un temps terrain. mort, c'est 60 secondes. C'est ça. Là. 60 secondes, t'as pas le temps de créer ton cri d'équipe. C'est pas là que tu fais ça. Là. Ouais. C'est que tu jases juste un petit peu puis ça repart. Là. Un temps mort par demi. Quand on lit les règlements, comment on sait si ça s'applique au 7, 7, 5, 5, 4, 4? Dans le fond, les règlements comme USAU, là, qui sont la traduction, check ça. Tout ce gros document-là, c'est les règlements. Puis là, quand tu veux jouer en 4-4, ben là, il faut te regarder le document de 4-4. Puis là, un moment donné, là-dedans, c'est marqué. Faut que j'aille dans le document de quelqu'un. Parce que ça, dans le gros document, ça dit que Il parle. n'importe quel joueur peut appeler un temps mort après un point. Ben là, c'est ça. Les règles de 4-4 vont effacer d'autres règles de 5-5. C'est ça. Mais- C'est pour ça que je pose la question parce que là, j'avais pas la même notion. Puis C'est je ça. me rappelais que Jean-Philippe nous avait dit que c'était n'importe qui, même sur le banc. On Fait que- pouvait appeler temps mort, mais ça, c'est en 5-5. Ouais. En 4-4, c'est le joueur qui a fait. Mais sur le temps mort, sur le banc, j'ai pas entendu ça souvent. Nous, c'est n'importe quel joueur de l'équipe. Moi, j'ai- En possession du ballon. Ouais. Ben, il avait dit aussi l'affaire de l'arbre, puis ça, on l'a jamais revu. Là. L'affaire de l'arbre, là, ça pogne un arbre, tu commences où ce que l'arbre est. Il n'y a rien qui dit ça. Là. Même Dominique Saint-Jacques ne dit pas la même chose. Mais. Si c'est marqué, peut-être qu'on se trompe aussi. Là, tu sais, mais... L'article 7B, c'est l'autre qui est quelqu'un qui nomme ça. C'est l'article 7B, peu importe le joueur, peut appeler le temps mort. C'est ça. Dans 7B dans le 4-4? Non, là, je suis dans le gros document. oui. Fait que, mettons, quand on joue 4-4, là, quand je vais regarder les règles de 4-4, on dirait qu'il faut que je regarde dans le document 4-4.
Puis ce qu'ils disent pas, là, tu vas fier au document Canada. C'est l'ordre dans lequel je regarde, parce que sinon, tu regardes 5-5, ça dit de quoi? Mais le 4-4, il prévaut quand tu joues 4-4. Y a-tu un écran pour le 7-7? Il y en a un sur l'Ultimate Québec, je pense. Ça se peut. C'est 3 formats différents. Fait que, non. Les équipes défensives doivent valider la mise en jeu avant la plus tardive des deux occurrences. Ça, c'est quand on vient de marquer en 4-4, ces affaires qu'on va voir cet hiver, c'est que là, il vient d'avoir un point. Quand est-ce qu'on recommence à jouer? Comment est-ce qu'on peut dire? Parce que là, nous, on a eu ce problème-là où est-ce qu'on peut commencer à compter parce que l'équipe, ils prennent leur temps. Là, il arrive vraiment lentement. Bien, nous, on a le 10 qui est déjà dans une zone parce qu'on est prêt à repartir. Bien, on fait comptage 10, 9, 8. Puis là, après ça, quand tu es rendu à 0, tu peux compter, tu peux faire le compte. Mais la vraie règle, c'est l'équipe défensive doit valider la mise en jeu avant la plus tardive des deux occurrences suivantes. 30 secondes après le point précédent. Ça veut dire que si ça fait 30 secondes qu'il a été fait le point, normalement, tu devrais être en mesure de taper. Si tu veux suivre le point A, ce que j'ai compris, c'est que quand tu regardes les règles de 5-5, c'est qu'il faut être au moins dit il reste 20 secondes, il reste 15 secondes, il reste ce que personne fait parce qu'il faut être intense en tabarnouche quand le frisbee tombe. Puis là, tu commences à compter. Il y a qui? Qui part de 10 puis qui descend à 1 pour repartir à 10. Ouais, Jérémy, es-tu là? Tu lui diras salut. Mais sinon, il y a le 10 secondes après que tous les joueurs offensifs aient établi leur position. Fait que là, ils sont tous placés, il n'y a plus personne qui bouge. Là, tu vas 10, 9, 8 pour dire que tu vas bientôt commencer à compter si l'autre équipe prend leur temps. Ça marche des deux bords. J'ai vu juste offensif, mais défensif aussi. Bien, la défensive, c'est que tu peux pas avoir établi ta position comme on parlait parce que là, l'équipe offensive, il rentre, puis là, tu suis. Fait que c'est quoi ta position quand tu es défensif? Tu vas juste te mettre en. J'espère qu'ils vont faire un stack horizontal, je bouge plus. Fait que là, on se demandait justement, là, on n'a pas de clarification là-dessus, mais est-ce que juste au moment où toutes les défenses sont sur le jeu, ils peuvent commencer à compter? Moi, j'ai pas de confirmation, peut-être quelqu'un pourrait nous le dire, mais là-dessus. Fait que l'équipe offensive qui a plus de points, mais que, mettons, vient de perdre un point, peut attendre 30 secondes. Après le point. Dès que le point a été marqué, le 30 secondes commence. 30 secondes, c'est pas long. Là. On en prend bien plus pour. À Oka, on a eu une situation de même. Avec Rachel. Puis, quand on avait demandé directement au comité organisateur, c'était défensif. Tu pouvais te placer comme tu voulais sur le terrain. Si tu es immobile, la personne qui est rendue au 10 peut faire le compte de 10 à 0, puis recommencer de 0 à 10. Ben, mais là, logiquement, ça a du sens, mais quand on lit ça, c'est pas écrit. C'est des affaires. Mais tu sais, pourquoi la défensive serait immobile si l'offensive n'est pas immobile puis qu'elle va se placer, tu sais? C'était pour repartir le point, parce que là, ils prenaient le temps pour embarquer, il manquait un. C'était un point d'écart, restait comme 2 minutes. Okay. Puis, on voulait comme remettre le disque en jeu. Fait que nous, on attendait, on était immobile, puis on a commencé à faire le compte. Puis l'autre équipe a encore pris plus son temps, on a 47 plus. Il y a eu un débat qui a pris comme 30 secondes de plus, finalement. Okay. Parce que les deux équipes avaient une règle différente, puis ça a juste éternisé le point barré aussi, là, mais je veux dire. Miguel? Moi, j'étais impliqué dans ces situations-là, mais si je me fais ce qui est écrit là, en tant que tel, il n'y a rien là-dedans qui est contradictoire ou mutuellement exclusif. C'est toute la même situation. C'est le point a été marqué, l'offensive, logiquement, a 20 secondes pour être immobile et placé sur le terrain. Puis après ça, la défensive a 10 secondes après ces 20 secondes-là pour confirmer que quelqu'un est prêt à jouer. Fait qu'en tout, ça fait 30 secondes. Donc, si je suis un joueur à la défensive qui veut vraiment faire son compte, ben, du moment que j'embarque sur le terrain, je commence à compter mes 30 secondes. Si après ces 30 secondes-là, il n'y a personne qui est en train de m'offrir un 10 pour que je fasse une mise en jeu, c'est pas quand t'embarques sur le terrain, c'est quand le point précédent était fait. Oui, c'est ça. Ouais, mais... Le point est fait. Je veux dire, le point est fait, tu sais. Toi, tu veux dire, c'est à cause. Tu bases sur le 20 secondes qui est marqué en haut. Ça a du sens. Tu sais, moi, je trouve ça logique. Qu'elle est prête à jouer au plus 20 secondes après, elle n'est pas prête à jouer. Tu es là, toi, tu es prête à jouer. Parce que la défensive pourrait essayer d'étirer, mais là, à partir du moment que les joueurs offensifs sont placés à 10 En fait, ce que Dave signaler qu'elle est prête. Ce que Dave mentionne, c'est que l'offensive peut roll dans ce point, dans ce 20 secondes. Ouais. 20 secondes. C'est bon? Si elle n'est pas prête, mais Si elle n'est pas prête, c'est beau. ils ont 30 secondes. Il y avait 30 secondes pour le faire. Est-ce qu'ils sont disqualifiés après 20 secondes ont perdu le match? Revirement, sorti la ligue. Je sais qu'il y a des règles par rapport au fait que tu ne peux pas, par exemple, juste échanger le disque pour faire rouler le temps, justement. Tu dois avoir l'intention de marquer. Mais ça,
ce genre de règle-là s'applique-tu si tu vois clairement que l'équipe en offensive a l'objectif de faire écouler le temps avant même qu'un point débute? Wow. Cette règle-là, je sais pas. Ben, c'est pas un peu quelqu'un qui peut expliquer. Nous, le disque n'était pas en jeu. Non, c'est ça. Mais ça s'applique-tu dans ce Parce que si tu as possession, tu passes. C'est à la défensive d'être actif et de l'arrêter. S'il roule le temps, c'est correct dans le jeu. Ouais, je pense pas qu'il y a une règle qui empêche ça. Faire la possession. Je sais pas compris. Ah, il y a 15-20 minutes. À moi qui ai des questions. Je vais enchaîner sur. Oui. J'en reviens, j'ai lu sur les temps morts, puis dans le 4 contre 4, ça précise pas quel joueur doit coller temps mort, mais dans le gros document, ça dit qu'après un point, n'importe qui peut coller un temps mort, mais en jeu, c'est celui qui a la possession du frisbee qui doit coller le temps mort. Fait que Puis faire le T avec le... Fait que quand le disque est en suspens. Ben Là, ça. Quand il y a un point, c'est n'importe qui. Puis si le disque a déjà été lancé, Faut que ça c'est soit le lanceur. en jeu, ben là, c'est vraiment le lanceur qui peut. Le lanceur, ben le possesseur du disque, celui qui a la possession du disque, c'est juste lui qui peut coller le temps. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas précisé, c'est que souvent, quand il y a une faute, quand il y a des trucs qui doivent, que tout le monde sur le terrain doit être averti, ça passe par le lanceur. Fait que des fois, quand il y a une faute d'appeler, tant que le lanceur n'a pas comme accepté qu'il y avait quelque chose, ben, c'est la règle de continuité. Là. Fait que si il y a un pic, s'il y a un full qui est appelé, ben, le lanceur il lance, puis il n'a pas entendu. Il faut l'attraper le frisbee, c'est la règle de continuité. Parce qu'il n'a pas, avec son mouvement en disant OK, je comprends qu'il y a une faute, arrêtez le jeu. C'est lui qui peut arrêter le jeu. Fait. Dans ce cas-là, c'est logique. Parfait. Fait que ça, on s'est rendu au jeu dangereux. Il y a plein de questions. On va faire du mieux qu'on peut pour répondre à ça. Un jeu dangereux, la faute. Tape ton bras. Là, je suis allé avec notre Dieu à tous, Dominique Saint-Jacques. Ça dure 3 minutes. Fait que, on va dire bien les affaires sûrement, mais comme ce résumé-là est tellement bon que je pourrais le faire, mais en 15 minutes, fait que j'ai mieux mettre lui en 3 minutes. Vous l'avez peut-être déjà vu, là, c'est les capsules qui sont populaires sur Internet. Attendez. Notez que la règle a été complètement réécrite dans la version 2020 des règles officielles. À la base, un jeu dangereux est un jeu où un joueur présenterait une indifférence flagrante pour la sécurité des autres joueurs. Ou un jeu qui présenterait un grand risque de blessure à cause des actions ou du comportement d'un joueur, que ce soit volontaire ou non. Un point fondamental à comprendre est qu'au Ultimate, vous devez toujours être en contrôle de votre corps. Quand vous décidez de poser une action, que ce soit de courir dans une direction, à une certaine vitesse, changer de vitesse, de direction, sauter, plonger, peu importe, c'est que vous avez la certitude que vous allez être capable de faire toute cette action-là sans créer de contact avec les autres. Donc, par exemple, ça veut dire que si vous plongez, bien, ça veut dire que la voie est libre et que vous allez pouvoir plonger, atterrir et glisser sans risquer de créer un contact avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas tenter un jeu si vous n'avez pas cette certitude-là. Donc, en gros, ça veut dire que si vous ne pouvez pas faire un jeu sans créer de contact, avant, pendant et après avoir touché le disque, ben vous pouvez juste pas faire ce jeu-là, point. Et c'est la responsabilité tant de l'offensive que de la défensive d'éviter les contacts. Il n'y a pas de priorité à un ou à l'autre. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas sauter dans un tas de monde pour essayer d'aller faire une bille. Comme on ne peut pas non plus courir sans regarder s'il y a des gens dans notre chemin parce qu'on est en train d'essayer de regarder notre passe, puis on ne regarde pas pantoute où est-ce qu'on court. Donc, on ne peut pas courir comme ça et dire que c'est de la faute à la défensive. Si on prend un exemple classique qui arrive souvent, qui est l'off the line, bien souvent on voit justement l'offensive qui ne regarde pas s'il y a un défenseur qui est possiblement mieux placé, peut-être même déjà là pour faire l'interception, puis là, ben, boum, ça crée un contact sévère. Dans ce cas-là, ben, ça serait la faute à l'offensive. C'est elle qui a créé un jeu dangereux parce qu'elle n'a juste pas regardé. Si le timing était différent, par contre, ça se pourrait que ça soit la faute à la défensive. On pourrait dire que la priorité revient à la personne qui a établi la meilleure position en premier. Mais ça, c'est subtil comme concept parce qu'il faut prendre en compte les distances, les vitesses impliquées, les trajectoires et des fois même l'angle de vue d'un côté versus l'autre côté font en sorte qu'on lit le jeu complètement différemment. Mais
qu'une chose qui est certaine, c'est que la dernière personne qui modifie son état, et par état, je veux dire justement trajectoire, vitesse, orientation de son corps, donc layout ou non, horizontal, vertical, peu importe, mais cette dernière personne-là à faire un changement doit s'assurer que les autres personnes qui sont également impliquées dans le jeu vont avoir le temps nécessaire pour réagir de façon sécuritaire à ce changement d'état-là. Si les gens n'ont pas le temps de réagir, ben ça veut dire que la personne qui fait son changement d'état ne devrait juste pas le faire. Parce que le faisant, ben les autres n'ont pas le temps de réagir sécuritairement, puis elle va créer un contact, puis ça va être de sa faute. Si on reprenait l'exemple du up-the-line de tantôt, mais dans ce cas-ci, l'offensive allait arriver au disque avant la défensive. Puis là, la défensive se disait, si je fais un layout, j'ai peut-être une chance de toucher au disque et de faire une ligne. Je vais essayer. Ben, si ce faisant, il touchait au disque en premier, mais rentrait dans les genoux du joueur offensif, ça serait clairement un jeu dangereux de la part du défenseur. Parce que la défensive est rentrée, a fait un changement d'état, est rentrée dans les genoux, même après avoir touché le disque, du joueur offensif qui lui continuait à la même vitesse, dans la même direction, sans aucun changement. Ben, le fait d'avoir touché au disque en premier ou non n'a aucune importance, c'est un jeu dangereux. Le gros changement par rapport à 2020, c'est que maintenant, il n'est plus nécessaire d'avoir de contact pour faire l'appel de jeu dangereux. Notez que c'était déjà le cas dans les règles maison de UGM, mais avant, si vous jouiez compétitif, il fallait absolument absorber le coup avant de faire un appel de jeu dangereux. Maintenant, juste avoir la certitude qu'un contact serait inévitable est suffisant pour faire un appel. Donc, si on revient encore dans notre exemple de off-the-line, si à la dernière fraction de seconde, l'offensive voyait le layout et décidait de complètement ignorer le disque, puis juste sauver sa peau en sautant de côté, par-dessus, peu importe, ben, elle pourrait faire un appel de jeu dangereux quand même. On entend souvent dire qu'un appel de jeu dangereux ne se conteste pas. C'est pas exactement vrai. Plutôt, je dirais qu'un appel se discute et possiblement se retire. Mais il faut avoir des bonnes raisons pour le faire. Il faut être conscient de ça. Des fois, il peut arriver qu'il y a une personne qui voit quelqu'un arriver comme un train, elle prend peur, puis elle pense que la personne n'est pas en contrôle, donc elle va faire un appel de jeu dangereux. Alors qu'en réalité, l'autre personne était parfaitement consciente de la vitesse qu'elle avait, de la trajectoire que les autres avaient, puis activement, même, elle faisait des efforts pour éviter de faire un contact. Bien, dans ce cas-là, il pourrait avoir une discussion et possiblement contester le jeu dangereux, ou plutôt peut-être même demander de faire un retrait de l'appel. Donc, ça pourrait se discuter. Évidemment, il faut être respectueux, il faut être conscient que s'il y a un appel de jeu dangereux, c'est quelqu'un qui a eu peur pour sa sécurité. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Mais chose qui est certaine, c'est un appel de jeu dangereux, ça mérite une discussion sur le sideline par les capitaines et possiblement les joueurs impliqués. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, puis comment faire pour éviter que ça arrive dans le futur. On va résoudre l'appel de jeu dangereux exactement comme une faute de même nature. Ça veut dire que si l'appel de jeu dangereux est fait pendant la réception du disque, ben, ça va être traité comme une faute de réception, c'est capsule numéro 8. Ou si c'est fait loin du disque, ben là, ça va être traité comme une faute générale. Voilà, j'espère que ça va vous aider à comprendre la règle et toutes ses nuances. Là-dessus, je vais vous souhaiter de bons matchs, de matchs en contrôle, et on se revoit sur le terrain ou dans la prochaine capsule. Donc, ça résume pas mal de cas. Là. Vous voyez qu'il y a comme plusieurs dimensions à tout ça. Là. Si tu changes de direction, puis tu es la dernière personne, puis tu te mets devant quelqu'un qui avait une trajectoire déjà établie, bien, c'est toi l'erreur. Si tu fais des jeux que tu sais qu'il va y avoir un contact, tu les fais pareil, c'est un jeu dangereux. J'ai marqué des petites nuances aussi parce que c'est des affaires qu'on voit. Si le disque est attrapé simultanément par des joueurs offensifs et défensifs, ben, c'est pas le jeu dangereux, mais c'était... ça, on appelle ça un arraché, là, quand la personne prend le frisbee de tes mains. Je me suis peut-être pas mis ça dans la bonne diapo. Un jeu dangereux constitue une faute indépendamment d'où se trouve le disque ou du moment où le contact se produit. Ça, je trouvais ça important parce que souvent, les gens sont comme moi, mais le disque était là, mais le jeu dangereux, c'est indépendant. C'est que le disque soit plus proche du défenseur ou de l'attaquant, le disque, on s'en fout. C'est est-ce qu'il y avait un danger pour qu'il y ait un contact. Et un autre truc que je trouvais aussi fun de mentionner, ça, il l'a dit, une faute, c'est traité comme réception ou de lancer. Quand on appelait des jeux dangereux, bien, il y a eu contact ou le contact a été évité. Les deux cas sont bons. Parce que si, mettons, la personne allait te rentrer dedans, puis toi, il a fallu que tu changes ta trajectoire pour être sûr de ne pas te rentrer dedans, bien, tu peux appeler jeu dangereux. La personne est en train de faire un mouvement de jeu dangereux.
Le joueur n'a pas fait ce qu'il pouvait pour éviter le contact, lui. Le joueur a fait un mouvement imprédictible qui rendait le contact inévitable. Ou le joueur ne regardait pas où il allait. Ça, c'est toutes des situations qui ont été mentionnées dans la vidéo. Toutefois, le joueur appelant la faute doit être raisonnablement certain qu'il y aurait eu contact. Fait que si toi, tu n'as pas de contact, la personne arrive comme un train, là, tu te tasses, puis elle passe, bien, il faut que tu sois convaincu qu'elle t'aurait rentré dedans si tu n'avais pas fait une action. Fait que c'est là qu'on peut faire un appel sans avoir été touché. Et un receveur et son adversaire entrent en contact et tous les deux appellent une faute contre l'autre. La règle 17H2 s'applique et le disque est retourné au lanceur. Ça, c'est une infraction opposée. Si les deux, ils se rentrent dedans, les deux sont allés au fond, puis tu sais, la personne a dit « jeu dangereux », puis l'autre se dit « ben ouais, mais toi aussi, t'es allé pour le contact, là, tu sais, toi non plus, t'as pas ralenti, toi non plus, t'as pas fait attention ». Bien, elle appelle elle aussi un jeu dangereux, bien, un appel opposé, on retourne ça au lanceur. Fait que ça, je trouvais que ça couvrait pas mal toutes les situations de jeu dangereux que j'ai entendues. Ceux que j'ai entendus souvent, c'est le jeu de zone fait par les Somerset. On a une cut up the line, puis là, le joueur de zone dans la zone ouverte arrive de l'autre sens. C'est dur de le voir parce que toi, tu regardes le frisbee, tu montes ta ligne, puis tu le vois peut-être un peu du coin de l'œil ou tu le vois apparaître. Mais là, si on se rappelle tantôt, si toi, tu avais une belle ligne, puis tu arrivais en direction de ce joueur-là, puis lui a commencé à bouger après que tu as établi ta ligne, ben c'est lui la faute. Lui, il savait où ce que tu allais, puis il a essayé quand même de tuer le frisbee avec le contact. Fait que vous pouvez appeler des jeux dangereux là-dessus. Ouais. Je pense que ce qu'on voit souvent en 4-4, c'est quand il y a une zone qui est faite, puis que l'offensive essaie de sauter. Ouais. Je pense qu'il y a ça, on n'en encore pas assez. Ça, ben, l'offensive est souvent plus dans son droit, j'ai l'impression. Là. Parce qu'une offensive, si tu sautes vers un endroit, c'est écrit, tu dois t'assurer que cet endroit-là est libre. Fait que là, tu sautes, tu t'en vas vers un endroit libre. Puis là, à la dernière minute, le wall te voit arriver parce que tu t'en allais dans cette direction-là. Puis là, le wall est comme, merde, il s'en vient. Là, lui est le deuxième à bouger. Puis à essayer que tu ne rentres pas dans la zone. Fait que là, il joue-tu le frisbee? C'est quoi qu'il joue? T'sais? Pourquoi il s'en viendrait dans cette trajectoire-là? Toi, tu veux rentrer dans la zone, clairement. Tout est clair dans ton jeu, puis tu t'en vas direct. Tu sautes vers un endroit libre. Puis là, quand ça va pas atterrir, il y a quelqu'un rendu à cet endroit-là. Tout semble porter à croire que c'est une faute défensive. Puis tu sais, dis-toi que le wall est supposé jouer le frisbee aussi, là. Fait que des fois, on dirait qu'il joue le joueur ou l'entrée. C'est un peu contradictoire parce que si quelqu'un arrive en trompe dans zone de but, ben clairement que les personnes ne vont pas vouloir éviter le contact. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais t'es pas à ton avantage de créer un contact pour coller un jeu dangereux. Mais si toi t'es là et que tu es obligé d'esquiver la personne qui vient de rentrer. Mais les défenseurs, ils rentrent souvent entre deux dans le milieu du wall, là. Ils vont pas viser un joueur puis s'enligner vers lui. Ouais, ben là, c'est plus dans le cas où, mettons, il y avait un troisième joueur qui était dans zone. Tu sais, où ce que la faute, ça serait à l'attaque, ça serait que, mettons, finalement, le frisbee se retrouve entre lui puis une des personnes du wall, puis il décide de le jouer, il s'en fout. La personne du wall reste en place, tu sais. Là. Faut pas que la défensive bouge. Quand elle est si mobile. Ben moi, je verrais un autre cas où le frisbee est envoyé bien trop proche du wall. Le wall s'en va chercher le frisbee, puis toi, tu pars après. Puis là, tu décides de jumper dessus. Ben, du moment où la défensive esquive le joueur offensif va créer un jeu dangereux. Ben, s'il faut qu'il se tasse pour te laisser passer. Ouais, parce qu'en défensive, tu vas souvent réagir pour essayer de le joueur offensif. C'est souvent la défensive qui est en dedans, parce que tu réagis tandis que l'offensive, c'est ça que tu voulais faire. C'est ça. 100% des cas, ça va être 90% des cas, ça va être la défensive. Quand tu fais une réaction, tu fais un changement à la dernière minute, c'est toi le problème. C'est automatiquement. Puis c'est normal que le wall fasse plus d'erreurs parce que c'est eux qui réagissent à la dernière minute. Toi, tu prends un élan, le lanceur, il te voit, il te lance. Le wall... Ben, je pense pas que c'est ça le cas. Un wall, c'est immobile. Ouais. Si t'es immobile et que quelqu'un te saute dessus, c'est pas toi qui crée un jeu dangereux. Nous, dans notre ligue, sont mobiles, je te confirme, des walls. C'est vraiment des petits bonhommes, tu sais, dans Super Mario, les bonhommes de blocs, qui se déplacent. Ouais. C'est le même, là. Ça bouge comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Ça bouge, je veux dire, l'amener, ça marche pas. Caro? C'est l'attaque. J'arrive à recevoir une passe, je vais vers le frisbee pour recevoir une passe, quelqu'un arrive en trombe, je me tasse pour pas me faire rentrer dedans et donc je n'attrape pas le frisbee.
dangereux, mais est-ce que je récupère le frisbee ou ça reprend au lanceur? Comment ça se traite? Ce qu'il dit dans les vidéos, c'est que ça se traite comme s'il y avait eu une faute d'attraper. C'est comme si tu Donc, l'as. c'est comme si je l'avais attrapé. Ouais, s'il n'est pas contesté. Mais, puis comme ce qu'il dit. Plusieurs fois que pour éviter de me faire rentrer dedans, je me passe, et ça fait que j'ai pas le frisbee. Fait que là, dans ce cas-là, comme je disais, il faut vraiment que tu dises. Parce que, tu sais, il faudrait pas que là, t'arrêtes, puis le gars, il dit, ben moi, j'étais libre, là. Tu comprends? Il faudrait vraiment que t'arrives pour ça, puis là, 100%, c'est carré. Bien, je pense que c'est vraiment mieux ce que tu fais, Caro, d'éviter le contact, que d'essayer d'avoir le contact. Puis, parce que le jeu dangereux, là, c'est ce qu'on veut éviter, là, c'est des blessures. Là, c'est vraiment ça. Fait en n'étant pas obligé d'avoir un contact pour caler un jeu dangereux, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. C'est exactement pour ça qu'on va modifier la règle en 2020. C'est pour pas que des gens s'obligent à recevoir un contact puis pas perdre la possession du disque. C'est pour ça que c'est changé. Puis c'est pour ça que si tu le cadres et que tu contestes, tu vas garder la possession après, ce qui est logique aussi. Fait que ça, c'est les ressources là, qu'on vous dit, mais sont toutes disponibles sur Ultimate Québec. Ils vont être dans le PowerPoint, ça a l'air qu'il va être sur le site, fait que vous pourrez aller cliquer. On va mettre ça aussi, tous les règlements qui sont là, les liens directement, je vais tous les mettre sur la page de l'IG, je vais mettre section règlement avec toutes les informations dedans. Puis là, il faut vraiment aller aux toilettes. J'attends depuis tantôt, là. Ouais, c'est fini. Merci beaucoup.